Ce gros est si maladroit qu'en essayant l'épée de sa famille, il s'est poignardé avec. Il survit de justesse, et quelque chose en lui change complètement. Il arrête de manger constamment et se met à l'entraînement. Le gros se met à courir toute la journée et travaille son noyau de mana à chaque pause. Puis il s'entraîne jour et nuit, brandissant son épée en bois encore et encore. Il ignore sa fatigue, et même quand l'instructeur lui dit d'arrêter, il n'écoute pas. Il continue encore et encore même quand il pleut, jusqu'à ce que ses mains soient à vif et saignent, et que son épée en bois finisse par se briser. En seulement un mois, il perfectionne chaque mouvement. En regardant ses mains usées, il est entièrement satisfait du résultat. Mais le corps humain a ses limites, et il finit par perdre connaissance d'épuisement. Pourtant, il continue de s'entraîner, et après quelque temps, il n'est plus gros. Et même son maître d'armes est stupéfait de ses compétences à l'épée et en technique de mana. Alors, qu'est ce qui a fait changer ce gros à ce point? Eh bien, le fait est que son corps est maintenant possédé par l'âme de l'épée avec laquelle il s'est poignardé, et ce n'est pas du tout une simple épée. C'est l'histoire du point de vue d'un héros qui s'est réincarné en épée. Au cours des siècles, elle a été maniée par de nombreuses légendes, mais le lien le plus important que cette épée ait jamais partagé n'a été qu'avec une seule personne, un héros nommé Léonberg. Malgré ses origines humbles de paysan, cet homme a gagné le titre de saint de l'épée par sa pure détermination et a manié cette magnifique lame. Bien que l'épée soit passée entre de nombreuses mains, Léonberg était le seul qu'il considérait comme un véritable compagnon de cœur. Ils ont pérégriné d'un continent à l'autre, passant des décennies à parcourir et purifier le monde ensemble. Finalement, le jour d'affronter le boss final est arrivé, le dragon blanc des montagnes de Givre. C'était une bête colossale aux écailles d'argent qui a épuisé chaque once de force de Léonberg avant qu'il ne parvienne à la tuer. Hélas, bien qu'il ait restauré la paix dans le royaume, un exploit qui a permis à Léonberg de devenir le souverain de la nation, la victoire a eu un prix. Le monde revoyant le soleil et les roses, l'épée fut enfin mise au repos après des siècles à massacrer des monstres. Elle fut transmise à travers la lignée de Léonberg pendant des générations, mais aucun successeur ne put combler le vide laissé dans le cœur de l'épée par son ami bien-aimé. Chaque prince des générations suivantes devenait de plus en plus incompétent et terne. Cette médiocrité a atteint son paroxysme lorsque l'épée a été transmise à un jeune obèse bon à rien. Au moment où le gros prince brandit son arme légitime, l'épée est consternée. Ce porc est un gamin mal élevé qui ne sait absolument pas comment manier une lame. L'épée effectue rapidement une vérification des statistiques, et une fenêtre système affiche tout ce qu'il faut savoir sur le garçon. Son nom est Hydrian Léonberg, un jeune obèse de 16 ans qui est littéralement affaibli cette fois-ci je compte bien. En termes plus simples, ses traits le décrivent parfaitement comme un branleur inutile avec peu ou pas d'endurance. De plus, il souffre d'un trouble de la sensibilité au mana. Bien que le nom de famille du gamin l'identifie clairement comme un descendant de Léonberg, ses statistiques pathétiques suggèrent le contraire. Le garçon est si faible qu'il a du mal à simplement soulever l'épée à la verticale. Il n'a que de la gueule, et ses proclamations constantes tapent sur les nerfs de l'épée. Après avoir récité le nom du saint héros, le gamin met toute sa force pour soulever la lame et commence à la brandir sans but, terrifiant tout le monde autour de lui. Alors que ce gros tas de saindoux charge à l'aveugle, les serviteurs ont à peine le temps de se disperser pour éviter de prendre un coup perdu. La stupidité atteint son paroxysme lorsque le prince maladroit trébuche sur ses propres pieds et finit accidentellement par pointer la lame aiguisée sur son propre ventre. Alors qu'il tombe, il n'y a pas de rebondissement. Il finit réellement par se faire empaler par sa propre épée. Tous les témoins sont horrifiés par la tragédie et courent pour soutenir le jeune prince. Mais n'oublions pas l'épée qui passe le pire moment en ce moment. Cependant, je suppose que la mort du gamin n'est pas si mal après tout. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Hydrian n'a hérité d'aucun trait qui le ferait ressembler à un vrai descendant de Léonberg. Il ne se démarquait que pour les mauvaises raisons. Il était arrogant malgré son manque de talent, et sa cupidité n'avait pas de limite. Pour faire court, il était la véritable incarnation des 7 péchés capitaux, que ce soit la luxure, la paresse, la gourmandise ou l'avarice. S'il devait devenir le prochain successeur au trône, il n'y aurait plus de royaume à gouverner. Pourtant, cette erreur maladroite qui l'a fait s'empaler est sur le point de changer le destin du royaume pour de bon. L'épée finit par posséder le corps du prince au moment où il devient sans âme. En quelques jours seulement, le personnel du château commence à remarquer un changement radical et sans précédent dans la personnalité du gamin. Il agit comme s'il avait perdu la mémoire. Le gamin refuse même de se souvenir ou de reconnaître le maître qui a toujours supporté ses bêtises. Bientôt, le roi arrive dans la chambre pour voir son fils. Rien qu'en le regardant, il est évident pour l'épée arrogante que cet homme doit être le père du gamin. Il est quelque peu surpris que le roi n'ait pas l'air aussi pathétique que son fils. Quoi qu'il en soit, le père trouve le manque de manière de son fils assez troublant, car Hydrian n'a même pas pris la peine de le saluer. Le précepteur des Hydrians tente de protéger son disciple, affirmant que le gamin a des problèmes de perte de mémoire. Les chevaliers royaux sont choqués par la nouvelle et suggèrent de faire examiner l'état mental du prince par les médecins royaux. Un peu plus tard, une fois que le médecin a fini d'examiner le garçon, il conclut qu'il n'y a pas de lésion cérébrale physique, bien qu'il soutienne qu'un traumatisme ou un choc psychologique doit avoir causé cet état d'amnésie. Il semble que le roi ne soit pas totalement convaincu, et Hydrian peut sentir le scepticisme de sa majesté de loin. Le roi lui fait savoir que le simple fait de prétendre avoir oublié toutes les méfaits que Hydrian a commis ne les effacera pas.
Même si Hydrian a perdu toutes ses expériences passées, cela signifie qu'il a également perdu toutes les leçons qu'il aurait dû tirer de ses erreurs. La simple pensée qu'ils sont littéralement revenus à la case départ concernant l'évolution des Hydrians est exaspérante. Après avoir fait savoir à son fils à quel point il est pathétique, Sa Majesté quitte la chambre. Pendant ce temps, Hydrian, je veux dire, l'épée dans le corps des Hydrians, n'apprécie pas du tout la façon dont il est traité. Cela l'amène à se demander à quel point ce gamin devait être dérangé pour s'être forgé une telle réputation. Heureusement pour lui, il y a au moins une personne qui le traite comme un humain, sa chère mère, qui adore son fils inutile jusqu'à la moelle. Bon sang, elle trouve même ce sac à patates plutôt beau garçon. La mère attentionnée est juste heureuse d'avoir retrouvé son fils. Dieu seul sait comment elle aurait vécu sans lui. L'épée ne pouvait que ressentir de la pitié pour la mère, pleurant un fils qui mange déjà les pissenlits par la racine. La nuit tombe, et la mère heureuse décide finalement de se retirer dans sa chambre. La voir si joyeuse force l'épée à réfléchir à la réalité de sa situation. Il a littéralement fini par tuer le descendant de son ami alors qu'il était censé les protéger. D'un autre côté, l'épée essaie de se convaincre que ce n'était pas sa faute, et que pleurer sur le lait renversé ne sert à rien. Pour l'instant, le moins qu'il puisse faire est d'utiliser cette chance pour réparer les choses et annuler tous les échecs de Hydrian originel. Ce corps est gros et n'a rien de bon. Avec ça en tête, il détermine sa première ligne de conduite, acquérir de la force. Il prévoit de commencer sa quête de pouvoir en forgeant un cœur de mana en lui-même. Confiant, Hydrian inspire et commence à concentrer le mana, mais celui-ci se dissipe comme si de rien n'était. Son corps refuse clairement d'accepter l'afflux de mana. Il essaie à nouveau, en forçant autant qu'il peut, pour finalement échouer. Hydrian réalise à ses dépens que ce corps est brisé au-delà de toute croyance. Alors qu'il se noie dans le chagrin, une lueur d'espoir arrive sous la forme d'une servante. La servante a apporté un tonique envoyé exclusivement par la reine. Le tonique n'a peut-être pas beaucoup de goût, mais il s'avérera très puissant pour son corps incompétent. Alors que la servante insiste pour qu'il le prenne, elle commence à craindre le pire. Voyez-vous, ce n'est pas la première fois qu'elle apporte ce tonique, et vu la réaction agressive des Hydrians auparavant, elle craint que l'histoire ne se répète. Mais heureusement pour elle, contrairement au vrai Hydrian bon à rien qui n'a jamais compris la valeur de ce tonique importé, notre Hydrian peut clairement voir que ce liquide est enrichi en mana. Sans attendre une minute, il attrape la tasse sur le plateau et commence à la boire d'un trait, à la grande surprise de la servante. Une fois qu'il a fini de vider le bol, il congédie sèchement la servante. Une fois parti, il essaie à nouveau de consolider le mana dans ses mains. Heureusement, le tonique qu'il a bu n'était pas un canular après tout. Bien que la quantité de mana qu'il est capable de consolider soit encore insuffisante, il décide d'expérimenter davantage. Il suit rapidement la servante qui lui a servi le tonique et lui demande si elle a plus de ce breuvage de qualité. Quelques jours passent, et le sourire avide sur le visage joufflu des Hydrians est une preuve suffisante qu'il a enfin réussi à créer un cœur de mana. Pour lui, créer un cœur de mana aurait été un jeu d'enfant si ce n'était pas pour son ancien corps. C'est exactement pourquoi il a oublié de prendre une variable en compte. Le mana qui s'est enflammé dans son cœur commence à lui infliger une douleur astronomique. Il a l'impression que ses entrailles sont en feu et que sa poitrine est sur le point d'exploser à tout moment. Ouais. Créer un cœur de mana a toujours été un processus douloureux, et s'il ne parvient pas à le surmonter et perd conscience, il est condamné. Le gamin fait donc de son mieux pour se concentrer et se synchroniser avec le mana qui envahit son cœur. Finalement, il est réussi à surmonter la partie la plus éprouvante du processus, et ses efforts ne sont pas vains. Il est fier de lui, non seulement parce qu'il a réussi à créer un cœur de mana, mais parce que cette fois, le cœur de mana lui appartient. Dans sa vie passée, il aidait ses propriétaires à manier un cœur de mana, mais cette fois-ci est différente, et il peut à peine contenir son bonheur. Une fois le cœur de mana terminé, il reçoit une notification système, du même genre que celle qu'il envoyait à ses porteurs, mais cette fois, c'est lui qui les reçoit. Une fenêtre système apparaît, suivie d'un barrage d'autres, au grand choc de notre gros lardon. Pour faire simple, son corps faible l'empêche encore d'exploiter tout le potentiel du cœur de mana. Ainsi, il n'est autorisé à utiliser que quelques compétences sympathiques parmi de nombreuses autres. Pour l'instant, il ne peut accéder qu'à 2 autorités, le troisième œil et la troisième oreille. Et même là, il ne peut utiliser ses compétences que dans une certaine limite. Comme leur nom l'indique, le troisième œil lui permet de voir plus clairement, tandis que la troisième oreille lui permet d'entendre un large spectre de fréquences. Il peut même entendre les servantes commérer sur lui pour de très mauvaises raisons. Mais avant qu'il ne puisse surveiller davantage les serviteurs, un voile d'épuisement s'abat sur lui, car la consommation de mana lui fait perdre la vue. Bien sûr, Hydrian n'apprécie pas ces restrictions imposées pour limiter son potentiel. À l'époque, quand il n'était qu'une simple épée, il avait la capacité de tout voir et d'entendre dans toutes les directions. Mais pour le moment, il peut à peine extraire assez de mana pour utiliser la troisième oreille et le troisième œil pendant un bref instant. Cependant, il est optimiste, une fois que sa capacité globale de mana augmentera, il sera capable de faire bien plus que cela. Bien que sa capacité de mana soit faible, son appétit est tout aussi énorme, et il est actuellement affamé. Dans sa quête de pouvoir, l'épée avait presque oublié qu'elle habitait un corps humain et qu'elle devait s'y habituer. Peu de temps après, il revoit sa mère poule, et elle est bien plus heureuse que nous ne l'avions vue auparavant.
La source de son bonheur vient du fait que son fils a réellement consommé jusqu'à la dernière goutte du tonique qu'elle lui a envoyé. Alors qu'elle est occupée à lui donner son affection maternelle, un nouveau personnage entre en scène. Quand sa mère lui demande s'il reconnaît cette personne, Hydrian le nie effrontément. Eh bien, cet homme a l'air très intimidant et le frère de sa mère, en gros, l'oncle d'Hydrian. La mère espère que son frère aidera son neveu à retrouver ses souvenirs perdus. Cependant, l'oncle a une perspective différente sur la situation du gamin. Les souvenirs que Hydrian possédait n'avaient aucune importance de toute façon, c'est donc un effort vain d'aider à récupérer cette collection inutile. Cette remarque grossière fait réaliser à notre garçon que cet homme a une vendetta profonde contre Hydrian. Pour l'instant, l'homme ne peut promettre qu'une chose, aider Hydrian à perdre son surplus de graisse et à prendre du muscle. S'attendre à ce qu'il fasse quoi que ce soit au-delà de ses capacités actuelles serait trop lui demander. Eh bien, la mère est reconnaissante même pour si peu. Pendant ce temps, la façon dont ce type dévisage notre garçon avec des yeux de prédateur fait comprendre à Hydrian qu'il est foutu, au sens figuré. Dans la scène suivante, le pauvre garçon est violemment projeté au sol d'un coup de pied. Le salaud dévisage littéralement le gamin inoffensif comme un loup affamé. Il est très clair. Hydrian n'est même pas autorisé à respirer sans sa permission. Ce n'est que s'il en a envie qu'il enseignera à Hydrian l'art de l'épée le plus convoité et le plus sacré de la famille. Bien sûr, cela exaspère notre gros gaillard au plus haut point. Pour quelqu'un qui est responsable du succès de cette famille, il est assez humiliant que ces types se montrent si ingrats envers la personne même qui a créé leur style. Hydrian, furieux, se relève et jure que d'ici 6 mois, il forcera son oncle à le reconnaître. S'il échoue, il est prêt à devenir une marionnette au gré des caprices de son oncle. Par conséquent, s'il gagne, il veut que son oncle lui accorde un souhait. Confondant la confiance du gamin avec de l'arrogance, l'homme le plus arrogant du monde cède immédiatement aux conditions du gamin. Hydrian intériorise sa situation. Même s'il a proclamé sa victoire avec effronterie, il sait pertinemment que ce corps va lui en faire voir de toutes les couleurs. Enveloppant son corps de mana, il commence un sprint avec l'intention de brûler l'excès de graisse. Soudain, l'oncle remarque la présence de mana dans le corps d'Hydrian, ce qui le choque jusqu'à sa dernière cellule cérébrale. Il interrompt immédiatement le sprint d'Hydrian pour lui poser une question curieuse. A-t-il déjà créé un cœur de mana? Mon gars ne manque pas cette occasion de scène vantée, car il veut désespérément que son oncle soit choqué. Il s'avère que son oncle est en effet déçu, mais pas pour la raison que vous pourriez penser. Il est agacé, se demandant qui lui a suggéré d'aller jusqu'à développer un cœur de mana. Car la dure vérité est que c'est une technique réservée uniquement aux mercenaires de bas étage. Et voilà. Toute la confiance que notre garçon avait a été anéantie par une seule révélation. La merde qu'il a apprise ne vaut pas un clou. Peu de temps après, sa confiance, auparavant gonflée comme son ventre, cesse de dégonfler, et le mec pète les plombs en repensant aux paroles de son oncle. Son oncle a démontré sa force en formant un anneau de mana et en frappant Hydrian avec. Ce seul coup anéantit le mana sur lequel notre garçon avait tant misé. La technique utilisée par son oncle, à savoir les chaînes de mana, peut être utilisée pour écraser l'aura générée par un cœur de mana. De plus, elle est bien plus facile et plus stable à utiliser. Même la famille du comte Eli, qui s'accrochait à la tradition du cœur de mana, est tombée en ruine complète il y a un siècle. Désormais, plus personne n'essaie d'utiliser le cœur de mana. Avec ces nouvelles révélations, Hydrian est forcé de se rabattre sur l'apprentissage de la théorie de base des chaînes de mana. Voici une petite explication sur la façon dont l'utilisation du mana est catégorisée. Les mages comptent souvent sur les cercles de mana tandis que les chevaliers tissent des chaînes de mana. Le rang du chevalier est déterminé par le nombre de chaînes qu'il peut tisser. Le premier royaume est la chaîne simple, puis la double chaîne, et ainsi de suite jusqu'au royaume de la pentachaîne. Après avoir absorbé les connaissances les plus pertinentes sur ce monde, il réalise que son oncle ne racontait pas de conneries, après tout. Il lit également un mot-clé familier dans le livre, Altringent. En repensant au passé, Hydrian se souvient d'une époque où un homme nommé Ernest Altringent était venu le chercher. Cet homme possédait des arts étranges qui n'étaient ni de l'escrime ni de la magie. Cette réflexion fait naître un sourire en coin sur le visage de notre garçon, comme s'il avait compris ce qu'il devait faire ensuite. Un nouveau jour arrive avec une nouvelle confiance. Dehors, alors que notre garçon s'étire pour l'entraînement à venir, son oncle arrive et lui demande s'il a lu les livres qu'il lui a donnés la nuit dernière. Si oui, alors Hydrian a dû réaliser à quel point il était stupide de créer un cœur de mana. Cependant, contrairement aux attentes de son aîné, la confiance de notre garçon en son cœur de mana est revenue. En fait, elle a doublé. L'homme le confronte, lui demandant s'il est simplement stupide ou s'il essaie de faire l'idiot. Hydrian décide de laisser sa démonstration parler d'elle-même. Il commence à exsuder du mana et corrige son oncle, affirmant que différents cœurs de mana ont différents mécanismes de fonctionnement. Comme on pouvait s'y attendre, son oncle ne prend pas ses paroles au sérieux le moins du monde et se dit que Hydrian agit comme ces mercenaires têtus et insignifiants qui ont trop confiance en eux. Ces mêmes mercenaires ont littéralement échoué à dépasser ne serait-ce que 2 chaînes avant de succomber à l'échec, bien qu'il lance un défi ouvert à Hydrian. S'il pense qu'il est vraiment différent, alors il peut le prouver en battant un chevalier à double chaîne. S'il y parvient, l'oncle promet de devenir son tuteur, tout comme sa mère le souhaitait. Hydrian, cependant, essaie de piquer son oncle au vif, se demandant à voix haute si avoir son oncle comme tuteur est même bénéfique.
Cette remarque est perçue comme une grave insulte à l'honneur du chevalier. Lui qui se proclame comte du royaume, commandant de l'armée du Nord, maître des lanciers noirs, et l'un des 5 lions d'argent au service de sa majesté, un chevalier qui a tissé 4 anneaux, un chevalier à quadruple chaîne, ne tolérera pas une insolence aussi effrontée remettant en question sa compétence. L'homme terrifiant commence à libérer une quantité effroyable de mana, si intense qu'elle fait voler en éclats le sol sous ses pieds, juste pour bien faire passer son message. Il espère que cela suffit à prouver sa compétence. Alors que cet homme est un vrai dur à cuire, et que Hydrian l'apprend à ses dépens, avant que l'oncle n'envenime la situation au point de menacer la vie du jeune prince, les chevaliers à proximité n'ont d'autre choix que de lever leurs armes contre le comte. Les enjeux sont élevés, et Hydrian réalise enfin que cela va demander bien plus d'efforts qu'il ne l'avait initialement pensé. Peu de temps après, Hydrian est allongé sur le sol comme un sac de blé, exaspéré par le cardio éreintant qu'il fait pour perdre toute la graisse non désirée à laquelle son corps aime s'accrocher. L'image arrogante du comte continue de refaire surface dans les souvenirs de notre garçon. S'il ne parvient pas à vaincre un chevalier à double chaîne, ce salaud au visage cicatrisé et suffisant va l'humilier et le mépriser toute sa vie. Alors que notre garçon retourne dans sa chambre, il est soudainement accueilli par le médecin qui l'attendait. Pendant que le médecin fait de son mieux pour l'amadouer avec des salutations et des amabilités, le gros veut qu'il aille droit au but et passe à l'ordre du jour. Il s'avère que cet homme a reçu l'ordre de la reine de soigner le jeune prince pour l'aider à se rétablir plus vite. Mais notre garçon évite ce sort de guérison comme la peste et met l'homme à la porte de sa chambre car la guérison magique ne l'intéresse pas. Après tout, la magie de guérison fonctionne comme une inversion temporelle. Elle annule toutes les micro-blessures et l'usure des muscles, ce qui signifie que son corps ne pourrait pas se développer naturellement, et ses efforts seraient vains. Un jour, alors que notre garçon prend son repas, son grand frère fait irruption dans la salle à manger. Bien sûr, l'épée ne reconnaît pas cette grande gueule, alors un chevalier se penche à son oreille et lui explique la situation. Eh bien, ce type est le 3e prince, et je peux dire sans me tromper que c'est le frère toxique typique des Manois. Même maintenant, il est là pour se moquer des Hydrians pour sa récente mésaventure, quand il s'est littéralement empalé avec sa propre épée et a failli mourir. Bien sûr, mon gars n'est pas intéressé à répondre à des piques aussi évidentes et veut que son soi-disant grand frère fasse quelque chose de productif de son temps. Le frère provocateur se fait prendre à son propre jeu et décide de passer à la prochaine rumeur qu'il a entendue. Le bruit court que Hydrian a fait un pari avec le comte Bellard. Et comme le pari implique que notre garçon affronte un chevalier à double chaîne, le frère crapuleux et malveillant se porte volontaire pour être son adversaire. Notre garçon n'a aucune idée de qui était ce crétin de connard. Tout ce à quoi il peut penser, c'est pourquoi les descendants de cette famille sont tous si agaçants. Celui qui vient de se moquer de lui est le 3e prince, le prince Gillian, connu pour son talent et sa maîtrise de l'épée. Le prodige a formé 2 anneaux à l'âge de 4 ans, il est donc une force avec laquelle il faut absolument compter. Une servante arrive pour interrompre la mêlée et présente un tas de lettres pour Hydrian. Notre garçon n'a aucune idée de pourquoi toutes ces lettres lui sont parvenues alors que personne ne s'intéressait à lui auparavant. Soudain, son attention est attirée par l'objet des lettres. Beaucoup de lettres demandent un duel avec le prince. Certains proposent de devenir ses partenaires d'entraînement. Pour faire court, tous ces gens essaient en gros de comploter pour tabasser le prince gratuitement. Notre garçon est royalement furieux de voir l'audace de ces gens. Pour les aider à évacuer leur frustration, il appelle cette servante et lui ordonne d'écrire tous les noms des personnes qui ont envoyé ces lettres. Dans la scène suivante, le frérot est en pleine séance d'entraînement quand soudain le commandant du Nord lui lance une épée en bois, croyant fermement en l'idée d'enseigner au prince un certain niveau d'escrime. Il ne veut pas entendre l'excuse d'être blâmé parce qu'il n'a pas pu enseigner au prince. Hydrian se baisse pour ramasser l'arme, un peu agacé que ce type n'ait pas pu lui tendre poliment l'épée. Mais à ce moment-là, quelque chose se produit. Son corps entier est secoué par un spasme musculaire soudain. Cela amène Balarar à se demander si le garçon n'a pas encore reçu de traitement de magie curative. Notre garçon le nargue de ne pas en connaître la raison alors même qu'il est chevalier. Après tout, une fois que l'on reçoit de la magie curative, les muscles retournent simplement à leur état d'origine et refusent de se développer. Balarar est d'accord sur ce point et se retourne, expliquant qu'il n'essayait de toute façon pas de se concentrer sur la magie curative. Pour l'instant, il va faire la démonstration d'une technique qu'il veut que Hydrian observe avec la plus grande attention. Cette technique est la technique secrète d'escrime du royaume, celle que ces chevaliers utilisent pour construire leur base. L'arme tournoie avec férocité tandis que le chevalier frappe dans toutes les directions. Sa démonstration impeccable d'escrime se termine par une magnifique finition en spirale, laissant Balarar le prince sans voix. À la fin de cette belle démonstration, Hydrian se demande si c'est vraiment la technique fondamentale des chevaliers. Balarar le prend comme une insulte et explique que les armes d'entraînement manquent de tranchants, mais qu'il vaut mieux s'en tenir aux bases pour apprendre l'escrime. Soudain, le frérot se met à rire au nez de son professeur. Hydrian a réalisé comment la maîtrise de l'épée a évolué. La grande maîtrise de l'épée qui a massacré le dragon fou est maintenant utilisée comme une simple technique d'entraînement. Le visage du frérot est dévasté, tandis que son maître insiste sur le fait que cette technique ne suffira pas à lui faire gagner le pari. Donc après les bases, il pourrait toujours aller voir un autre professeur. Le prince Hydrian rejette l'idée d'une autre technique d'escrime, croyant fermement que celle-ci sera plus que suffisante.
Ces paroles agacent légèrement Balarar, mais finalement, il cède au désir d'Éhydrian. Retour à la séance d'entraînement. Notre garçon s'entraîne à manier son épée, analysant pourquoi la technique du tueur de dragons est traitée comme une technique de bas niveau. Il comprend que la nature est censée évoluer dans cette direction et que la technique de Balarar manque en fait de l'esprit du tueur de dragons malgré son exécution. Les gens qui ont rejeté le cœur de mana ont fini par oublier comment insuffler leur propre esprit dans l'épée, ils ne pouvaient donc pas comprendre la valeur de la technique du tueur de dragons. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Balarar frappe son épée contre celle d'Éhydrian, corrigeant sa posture et lui conseillant de mettre de la force dans sa lame plutôt que dans ses bras. Il frappe le ventre du prince puis ses jambes, le forçant à corriger sa posture pour distribuer la force de manière égale et appropriée dans l'arme. Éhydrian sait que son professeur a absolument raison. Son corps actuel est faible à en crever en essayant d'imiter la technique. Cette même technique n'est pas censée être un déchet mis au rebut, et il veut le prouver au monde par ses propres actions. D'autres jours passèrent tandis que les ardues séances d'entraînement de notre garçon se poursuivaient. Un mois d'entraînement rigoureux s'est écoulé et le système l'a félicité pour la réussite d'une mission. Maintenant, son niveau d'obésité sévère a été réduit à une obésité normale, ce qui signifie que son métabolisme s'adaptera et que son corps changera en conséquence. Le trait de maladresse a disparu, et l'exercice ne fera que l'affûter davantage. Sa capacité de mana augmente également, tout comme la disparition du trait de trouble de sensibilité au mana. Éhydrian gagne en confiance à chaque coup, sachant qu'il a parcouru un long chemin depuis un mois. Toute sa mentalité est de perfectionner sa technique de 1% chaque jour. De nouveau perdu dans ses pensées, Éhydrian voit son épée écrasée par son professeur qui lui avait dit à plusieurs reprises d'arrêter. Ils se tiennent en silence sous la pluie battante alors que les mains du prince montrent des signes de fatigue. Du sang coule de sa poigne meurtrie pendant qu'il regarde son oncle, se demandant ce qui s'est passé. Éhydrian regarde le mannequin d'entraînement devant lui, comment il lui a littéralement tranché les deux membres d'un seul coup. Notre garçon est sans voix tandis que Balarar lui hurle dessus, le traitant d'imbécile qui aurait pu causer des dégâts réels et irréfléchis s'il avait eu une vraie épée. Les mains d'Éhydrian sont pleines de callosité et de coupures. Le système le récompense pour sa concentration extrême avec un trait de super concentration. C'est une récompense positive. Et dans ses dernières pensées avant de s'évanouir de fatigue, notre garçon pense qu'il aurait pu être tué à l'instant. Balarar surprend son élève en train de le fixer du regard tout en remarquant l'entêtement du prince. Dans la scène suivante, notre garçon se réveille dans son lit, réalisant qu'il s'est effondré en plein entraînement. Il a vraiment poussé son corps actuel au-delà de ses limites, se remémorant l'époque où il était une épée, comment il était parfait en tout point. Ses utilisateurs furent autrefois le héros de guerre sans nom, le maître épéiste, un roi mercenaire, et enfin même le fondateur du royaume. Il avait mené à lui seul des guerres à la victoire, tué d'innombrables monstres, et ouvert la voie à l'épanouissement des héros. Gruorn avait toujours été un excellent conseiller et professeur, et c'est pourquoi il voulait continuer à manier son arme jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau atteindre un état aussi parfait, y consacrant tous ses efforts. Pourtant, le corps actuel est trop faible et le mènera à sa perte s'il ne se repose pas correctement. Un mois s'est écoulé depuis qu'il a créé le cœur de mana, et il a acquis une masse de mana pendant ce temps. En méditant, le prince se prépare pour le niveau suivant, celui que son système est prêt à lui laisser atteindre. Son corps peut maintenant accéder librement à plus de mana grâce à l'expansion et l'évolution de son cœur de mana. La constitution physique de ce même corps s'est également ajustée pour s'adapter au cœur de mana, offrant des avantages physiques. À la fin du processus, le cœur de mana d'Éhydrian est stimulé avec succès. Pour le tester immédiatement, il saisit son épée et donne un coup, ayant atteint le niveau d'un apprenti épéiste. Il peut maintenant accéder au niveau le plus basique d'aura, comme en témoignent les vagues fluides de son épée. Les bases ont été apprises avec succès. Lors de la séance d'entraînement suivante, Balarar parle de certaines rumeurs qui se répandent dans le royaume concernant les paris. À cause de cela, le frérot a été forcé d'entraîner le prince encore plus durement, bien qu'il soit agacé que Éhydrian ne se dépêche pas de trouver un partenaire. La personne qui lui vient à l'esprit n'est autre que le troisième fils de l'Empire. En dehors de ça, notre garçon sait qu'il ne peut pas affronter directement un guerrier à double chaîne, il se demandait donc s'il pouvait combattre une personne à chaîne simple pour commencer. Éhydrian regarde Karl pour avoir des nouvelles de sa tâche. Le chevalier répond en assurant au prince qu'il a fait exactement ce qu'on lui a dit et a envoyé des demandes de combat d'entraînement partout. Cependant, Karl s'inquiète de savoir pourquoi le prince espère avoir des séances d'entraînement avec toutes ces personnes. La raison est simple. Chacun de ses adversaires a une dent contre le prince agaçant et arrogant. C'est pourquoi il profite intentionnellement de cette occasion pour le blesser, mais cela ne dérange pas notre garçon qui est déjà conscient de leur stratégie. Sa seule préoccupation est que son oncle agisse en tant qu'arbitre pour chaque session. C'est une tâche simple pour s'assurer que personne ne meurt pendant le match, ce que Balarar ne devrait avoir aucune objection à faire. Quelques jours après cette session, le premier match d'entraînement a lieu. Le premier challenger contemple avec admiration le majestueux palais du prince Scélérat. Ce type s'appelle Taylor Tellem, et il n'est que le second fils d'une famille ordinaire de barons. Il y a des années, ce salaud de prince gros comme un porc l'a dénoncé et a ridiculisé son frère aîné et son père devant tout le monde, piétinant instantanément l'honneur de sa famille. Depuis lors, la famille Tellem a perdu son prestige et est devenue un sujet de moquerie.
C'est pourquoi il est venu ici pour se venger du prince morveux dans ce combat. Peu après, il rencontre le prince et le salue avec le plus grand respect. Taylor met en avant son niveau de chevalier apprenti de la chaîne unique, bien qu'il fasse une introduction trop longue pour un match non officiel. Notre gars se moque même de lui et le traite de faible, ce qui confirme à Taylor à quel point ce prince est réellement arrogant. Balarar perçoit la haine et le venin du jeune homme et lui ordonne de se ressaisir car le combat n'a même pas commencé. Le type passe d'une machine à tuer à une fan hystérique instantanément en voyant le commandant du Nord se tenir devant lui. Même notre gars pense que son oncle mérite plus que lui le véritable rang de prince, ce à quoi Balarar le nargue pour avoir été un sale gosse de noble dans le passé. Quoi qu'il en soit, les deux combattants sont invités à se mettre en position, car le combat va commencer. Les deux se fusillent du regard. Taylor est le premier à libérer son aura, affichant un sourire confiant alors qu'il s'élance pour châtier le prince. Il tente une attaque aérienne, mais d'un simple coup d'œil, Hydrian critique plusieurs mouvements inutiles du chevalier apprenti. Nonchalamment, il finit par bloquer le coup, stupéfiant le chevalier apprenti par la démonstration de son cœur de mana. Taylor recule d'un bond pour garder ses distances, se demandant comment un cœur de mana peut même bloquer une chaîne de mana. Son observation est en fait correcte, sauf que Taylor n'utilise qu'une seule chaîne, donc la différence n'est pas majeure et ne fait que picoter le prince. Fait intéressant, les spectateurs commencent tous à entendre un son unique émanant de l'épée, un son qui stupéfie même l'oncle du garçon. Ce phénomène est appelé un cri d'épée. Taylor est dans un tel déni des capacités du prince qu'il s'élance à nouveau impulsivement. Cette attaque est plus puissante que la précédente, mais notre gars la part bien. L'attaque se transforme en un véritable choc d'épée entre les deux combattants, leurs lames s'entrechoquant à chaque recul. À ce stade, Adrian commence à sentir la fatigue, soulignant à quel point les anneaux de mana sont l'opposé polaire du cœur de mana. Une seule confrontation à l'instant lui a donné l'impression que son mana était sur le point de s'effondrer et de refluer. En même temps, l'expression de son adversaire vaut le détour. Adrian se souvient de la position de Taylor en tant que second fils de sa famille et le nargue pour être bien trop têtu dans ses émotions. Quant à notre gars, il se ressaisit et plonge dans une concentration encore plus profonde. Adrian invoque un sort d'éveil, car même si l'épée est dite magique ou divine, elle fait partie de son âme. Le cœur de mana accepte officiellement sa grande volonté alors que la première couleur imprègne le cœur de mana incolore. La volonté endormie du tueur de dragon est officiellement invoquée. Ainsi, le souvenir de l'épée s'associe à un cœur spécifiquement conçu pour massacrer les dragons. Le cœur de compétence du tueur de dragon entre en action alors que Hydrian se transforme en un état draconique. Son corps est désormais aidé par la volonté du dragon, faisant partie des pouvoirs de l'épée du tueur de dragon. De loin, le même prince impuissant ressemble maintenant à une manifestation de la mort elle-même, une aura cramoisie émanant de lui. Taylor est effrayé à sa simple vue, tandis que Balarar exige l'arrêt du duel. Rempli de détermination, le prince impitoyable fonce pour massacrer son adversaire. Dans un flashback, il est révélé que le prince a fait une demande spéciale à son oncle de l'arrêter s'il finissait par essayer de tuer son adversaire. C'est exactement ce qui se passe en ce moment, forçant le commandant du Nord à intervenir, activant une compétence pour pulvériser le prince. Le garçon a été projeté contre un mur, mais au moins Balarar a pu l'arrêter à temps. Soudain, le reste des chevaliers arrive de toutes parts pour le maîtriser, croyant que sa récente attaque aurait pu entraîner l'assassinat du prince. C'est une offense grave, mais notre gars se relève rapidement pour les empêcher tous d'énuyer son maître. C'est vrai que c'est lui qui a ordonné à Balarar d'agir, sauf qu'il n'avait pas prévu que le type l'assommerait comme ça. Le prince s'évanouit, par conséquent, la prochaine fois qu'il se réveille, son cœur de mana bat la chamade sous l'effet du contre-coup. Son oncle est un putain de monstre d'une force incomparable, et à la seconde où il a encaissé ce genre d'attaque, le refus l'a mis KO. La bonne nouvelle? Il n'y a eu aucune séquelle, donc tout va bien, car il a aussi fini par gagner le match. Le prince riait quand soudain son maître et oncle est arrivé pour une discussion importante. Il se souvient de l'escrime du garçon, soulignant qu'il ne lui a même jamais enseigné ce genre de style. Le prince révèle qu'il s'est plongé dans l'essence de l'épée et a fait corps avec elle. Ce qui dérange son oncle, c'est que ce même prince, qui n'a même pas connu de vrai combat, dégageait une intention meurtrière divine. L'essence de son soi-disant esprit pue la soif de sang, bien que Balarar ne puisse pas non plus le contredire. C'est un choc pour le prince qui s'attendait à recevoir un sermon bateau. Le commandant du Nord ricane, expliquant qu'il est avant tout un soldat qui suit la voie de la victoire par tous les moyens nécessaires. Malgré sa propre philosophie impitoyable, il a un problème avec la soif de sang des Hydrians, car l'arme ne peut distinguer l'ami de l'ennemi. Le prince soutient qu'il fait des efforts pour corriger ses faiblesses, tandis que son oncle maternel s'intéresse à son évolution, se demandant si le garçon sera finalement consumé par ses démons intérieurs. Après les 3 jours d'entraînement, Taylor se tenait là, vaincu, tandis que le prince le remerciait de son aide au cours des derniers jours. Il est regrettable que Taylor n'ait pas pu se venger, et notre gars le nargue même de ne pas avoir obtenu ce qu'il voulait. Hydrian demande à sa servante d'apporter un cadeau spécial, qu'il destinait à la famille Tellem. Il sait déjà que l'ancien prince Snob a fait des choses terribles aux gens par le passé, et bien que ce cadeau ne suffise pas, c'est un moyen de se faire pardonner par leur famille. Taylor est déconcerté par le changement de personnalité du prince scélérat, tandis que notre gars lui dit de ficher le camp,
pensant qu'il ne devrait même pas s'embêter à nettoyer les conneries du prince original. La nouvelle de l'entraînement du prince Scélérat s'est rapidement répandue dans tout le royaume. Les gens voulaient que des guerriers l'affrontent et remettent ce petit prince à sa place. Ils pensaient tous que le premier prince souffrirait grandement, mais même après de nombreuses séances d'entraînement, personne n'entendit parler de la souffrance des Hydrians. Au lieu de cela, les guerriers revenus de l'entraînement avaient en fait une impression positive de notre gars, dépeignant le premier prince comme un homme bon et bienveillant. Leur personnalité a complètement changé, au point que les citoyens ordinaires pensaient que ces types avaient subi un lavage de cerveau de la part de la famille royale pour garder le silence. Assez drôlement, lorsque cette nouvelle parvient à notre gars, cela le met en rage. La seule raison pour laquelle ces guerriers ne disaient rien, c'est parce qu'ils s'étaient fait complètement démolir dans leur combat. Adrian considérait ces nobles comme dénulés, une perte de place, mais son oncle se moque de lui en disant qu'il correspond aussi à cette description. Le premier prince en a marre et regarde son récent adversaire, le menaçant poliment d'aller révéler les résultats des entraînements cette fois-ci. Notre gars espère que ce changement fera taire tous ses détracteurs et les rumeurs qui circulent. Mais le lendemain, encore plus de rumeurs commencent à se répandre. Cette fois, les gens pensent que le prince obèse fabrique les résultats des matchs pour sauver sa peau. Ce mec n'arrête pas de se prendre des vestes. Refusant de se concentrer sur les nobles, il déverse toutes ses colères et frustrations dans son entraînement. Chaque coup du prince est plus féroce que le précédent, fendant l'air avec un mana flamboyant. Son cœur de mana est enflammé et plein de vie alors qu'il se tourne vers Karl pour l'interroger sur les partenaires d'entraînement restants. Le chevalier explique qu'il verra son dernier adversaire aujourd'hui. Le premier prince a déjà atteint un niveau où les chevaliers apprentis ne font pas le poids, mais Karl lui assure que cet adversaire final est une véritable chevalière qui maîtrise son épée. Cette même chevalière n'était pas satisfaite des techniques de sa propre famille et est devenue une élite qui a rejoint l'ordre des chevaliers pour perfectionner son art de l'épée. C'est une description séduisante pour Hydrian qui accueille l'arrivée des Arwan Kirghian. La femme s'avance vers l'arène de combat, tandis que les chevaliers ordinaires se souviennent d'elle comme la guerrière de l'ordre des chevaliers de la lumière de fer. Surnommée la fleur qui éclot sur la falaise, la rose épineuse, et même la briseuse de cœur, elle est d'une beauté élégante à chaque pas. Le fait que le premier prince ait pu attirer son attention est un exploit en soi, alors que la déterminée Arwan attend son combat avec impatience. Les spectateurs, ils sont certains que Arwan va laminer le prince dans un rituel d'humiliation. Les chevaliers du lion de fer sont un ordre considéré comme une élite. La chevalière en probation parmi eux est Arwan, un talent prodigieux dont la mission est déjà confirmée. La question est, pourquoi Hydrian recevrait-il un adversaire aussi talentueux? Apparemment, il y a eu une sorte de malentendu entre deux dans le passé, ce qui fait penser à notre gars que le prince poubelle a dû encore chercher une bagarre inutile. Il demande à l'une de ses servantes de raconter l'histoire de son comportement. Gênée, elle révèle que ce snob a en fait harcelé Arwan, ce qui signifie en gros que le type va se prendre une raclée par Arwan pour leur vieille rancune. Adrian en a marre des méfaits du prince insouciant. On voit même comment ce gros lard a posé sa main sur son corps, et elle l'a même nargué pour avoir essayé d'utiliser ses chevaliers comme sa propriété privée. Son ego attaqué, le prince a explosé et a traité Arwan de laide. C'est à peu près ainsi que l'histoire se déroule, tout à fait dans le caractère d'une interaction entre un scélérat et une chevalière. Bien sûr, vu la façon dont notre gars regardait Arwan en ce moment, le mot laide ne lui venait même pas à l'esprit. Elle s'incline devant lui en signe de respect, persuadée qu'il n'a pas changé d'un iota. Le prince essaie de sauver sa peau, lui assurant qu'il a pas mal changé. Mais rien qu'en voyant son expression furieuse, il est clair qu'il va se faire botter le cul dans ce combat. L'arbitre et oncle, le comte Balarar, est là. Il permet à Arwan de se présenter correctement, et elle offre également ses salutations. Balarar exhorte Arwan à être prudente, car le puissant jeune prince a une âme plutôt fougueuse. Blague à part, le combat entre les deux est sur le point de commencer alors que les deux participants prennent position. Le duel commence officiellement, révélant la détermination et la froideur dans la posture des Arwan. Pendant ce temps, notre gars est heureux de faire l'expérience du niveau de compétence d'un véritable chevalier. La femme meurtrière se lance dans l'action avec des mouvements raffinés. Le premier choc est bloqué par le jeune prince, mais la différence de mana est si grande qu'elle provoque un reflux direct, le forçant à cracher du sang. Magnifique mais concentré, Arwan martèle l'offensive pour infliger plus de dégâts. Tous deux se balancent d'avant en arrière, échangeant des coups et entrechoquant leurs lames. Notre gars se fait malmener, donnant à Arwan le contrôle total du combat. Elle s'approche pour un coup décisif, forçant le premier prince à activer son état de tueur de dragon et à exsuder une soif de sang. Cette soif de sang ravageuse la stupéfie, et l'épée des Arwan est déviée avec succès par le jeune prince. Elle retourne à sa position de départ, haletante, et observe le style d'escrime du prince. Quant à notre gars, il tient à peine le coup lui aussi, car bien qu'elle ne soit qu'une utilisatrice à un seul anneau, Arwan est différente de toutes les autres. En même temps, Hydrian utilise la compétence appelée jugement pour afficher les statistiques du chevalier, révélant ses compétences les plus fortes et les plus faibles, et même ses traits de personnalité. Le fait que le prince puisse voir son niveau avec une utilisation limitée de la compétence prouve qu'il peut aussi la vaincre. Le Gilgamesh au rabais et au régime déchaîne son aura cramoisie, incitant le chevalier à faire de même. Les deux combattants se jettent en avant, s'approchant l'un de l'autre à des vitesses chaotiques et marquant le début de la véritable bataille. Plusieurs minutes plus tard, les deux guerriers sont épuisés au plus fort de leur duel.
C'est un combat à armes égales, alors Ballarar intervient et arrête le match pour la journée, le reportant à demain. Le prince se montre arrogant, déclarant qu'il était sur le point d'en finir. Même Arwan se moque de lui en disant la même chose. Tous deux sont arrogants et veulent continuer le duel, mais Ballarar ne va pas rester assis là toute la journée et croit qu'ils ont tous les deux besoin de soins. Le guérisseur s'approche pour soigner les blessures de notre gars, mais Hydrian est trop occupé à foudroyer Arwan du regard, qui lui rend l'appareil avec le même dégoût. Les deux se tournent dans des directions opposées, partageant la même pensée de ne pas perdre contre l'autre. Le deuxième jour se termine sur la même impasse. Et le troisième jour, les deux guerriers refusent d'abandonner. Arwan est assez doué, donc le fait que le prince ait tenu si longtemps montre qu'il est doué aussi. Avant le début du troisième round, Hydrian lui dit quelque chose qu'il voulait lui dire depuis un moment. Elle se demande s'il va s'excuser, refusant une telle éventualité. Après tout, sa fierté de chevalier a été blessée, et elle veut la reconquérir comme il se doit. Bien que ce soit admirable, le prince n'a jamais pensé à s'excuser. Au lieu de ça, il suggère l'idée d'une récompense, puisqu'ils refusent tous deux de reculer. La récompense est simple. Le perdant accordera au gagnant un vœu, n'importe quel vœu, quelle que soit sa nature. Les chevaliers s'empressent de s'opposer à cette décision, estimant qu'il est bien trop dangereux pour un prince de la famille royale de faire de telles promesses. Hydrian les fait taire et demande l'avis des Arwan. Le chevalier souligne sa position de chevalier de la famille royale, raison pour laquelle elle ne pourrait normalement pas accepter une telle condition. En même temps, maintenant qu'on lui offre l'occasion de prendre sa revanche, elle est heureuse d'accepter le pari. Hydrian adore son choix et la rejoint pour le troisième round. Les deux combattants balancent leurs épées de manière chaotique, espérant briser l'esprit de l'autre en premier. C'est là que Hydrian finit par utiliser un mouvement si audacieux et rapide qu'il déconcerte le chevalier prodige. Elle n'arrive pas à croire à quelle vitesse il a progressé en une seule journée, comme s'il avait toujours caché sa vraie force. Les combattants s'affrontent sans relâche, dansant à travers l'arène. Seulement cette fois, les rôles ont été inversés. Le prince Hydrian est celui qui domine le champ de bataille et la repousse, allant même jusqu'à lui égratigner le visage. Refusant de s'arrêter, le prince se jette sur elle pour ce qui est censé être une attaque décisive. En gros, le mouvement de son épée est plus rapide que sa capacité à le parer. Les deux armes s'entrechoquent. Une épée vole dans les airs, brisée en morceaux. Le chevalier est à genoux alors que les spectateurs assistent à la victoire du gagnant du match. Arwan est incapable d'accepter le résultat, tandis que le prince revendique de manière décisive sa victoire sur Arwan Kirghian. Quant à sa récompense, elle est simple. Le prince Hydrian Léonberg veut la posséder, mais pas de la manière Gunnar. Ne vous inquiétez pas. Karl a obtenu le poste de garde royal pour le premier prince. Le travail était en fait facile malgré l'arrogance du prince. Il n'y avait pas de caprice à l'époque. Et en le regardant maintenant, Karl se souvient de l'entraînement acharné que le prince héritier a suivi, même sous la tempête. Son dévouement a entraîné l'anéantissement complet du mannequin, et il a vu à l'époque une soif de combat extatique sur son visage. C'est à ce moment-là que le garde royal a su que Hydrian était destiné à de grandes choses. Pour en revenir à la situation actuelle, le reste des gardes est horrifié, y compris Karl. Posséder quelqu'un est odieux, surtout un chevalier. Arwan demande si c'est ce que le prince désire vraiment. Notre gars confirme, ajoutant qu'elle n'est actuellement qu'un apprenti chevalier qui n'a pas pu battre un simple prince vaurien. C'est pourquoi ce qu'il veut d'elle maintenant, c'est le plein potentiel du chevalier nommé Arwan Kirghian. Heureusement, cette clarification a amélioré l'ambiance et la surprise, tandis que Hydrian déclarait son intention d'avoir un chevalier loyal. Un chevalier qui ne le protège pas seulement par responsabilité royale, mais un chevalier qui lui est loyal contre vent et marée. Grâce à sa capacité d'analyse, il peut prédire le talent exceptionnel d'Arwan pour la maîtrise de l'épée, c'est pourquoi sa décision de posséder Arwan en tant que chevalier reste valable. Explorons maintenant sa propre histoire. Plus jeune, Arwan aspirait à devenir chevalier, et elle était parmi les meilleurs de son âge. Et malgré ses talents, personne ne lui accordait la reconnaissance qu'elle méritait. Alors elle a travaillé encore plus dur, 2 fois plus dur pour battre chaque adversaire dans chaque combat. Après avoir vaincu tous les apprentis qu'elle connaissait, elle a affiché des résultats stupéfiants. Même après tout ce qu'elle a fait, il ne pouvait pas la reconnaître comme un vrai chevalier. Cependant, en ce moment, on lui montre une véritable reconnaissance. On lui accorde du crédit, un potentiel, et un avenir promis par le premier prince lui-même. Elle a presque du mal à croire ses paroles, alors elle supplie Hydrian de promettre une chose, la traiter d'abord comme un chevalier, et ensuite comme une femme. Si Hydrian peut faire ça, elle obéira à chacun de ses ordres. C'est une tâche admirable. Leurs regards se croisent alors que Hydrian accepte l'offre. Immédiatement, le même chevalier prodige met un genou à terre devant son prince reconnu, prêtant serment d'allégeance à vie à Hydrian Léonberg. Les spectateurs qui observent sont stupéfaits par l'événement. Et pour lui répondre comme il se doit, le premier prince l'honore officiellement en tant que chevalier. Il récite la prière qui me rappelle cette scène de Game of Thrones où Jaime adoube Brienne de Torte. Dans la scène suivante, on voit Arwan s'entraîner sans relâche. Ses collègues n'arrivent pas à croire qu'elle ait juré fidélité à un tel prince vaurien. Beaucoup d'entre eux répandent de vilaines rumeurs, se demandant si elle a une relation étrange et secrète avec le prince, qui l'utiliserait comme maîtresse sous couvert de son statut de chevalier. Toutes ces rumeurs stupides commencent à sérieusement énerver notre gars,
qui ne peut toujours pas échapper à sa réputation de merde, comme Lloyd Frontra. Tout le monde le traite comme la lie de la terre, et voyant l'impuissance du prince, le garde royal l'interpelle au sujet des paroles d'Hédrian de ce jour-là. Le dernier jour du duel, Hédrian a déclaré qu'il ne désirait pas un chevalier qui le protégeait par simple responsabilité royale. Ces paroles ont clairement touché Karl au plus profond de lui, mais même ainsi, notre gars confirme qu'il maintient fermement ce qu'il a dit. Après tout, si la couronne a signé Karl à un autre poste, il devrait s'y conformer au lieu de rester loyal au prince. Pour le rassurer, il assure à Karl qu'il peut prêter un serment similaire à celui d'Erwan s'il le souhaite. Avec de la sincérité dans les yeux, le garde royal demande au prince s'il accepterait un tel serment de sa part. Étonnamment, notre gars refuse, estimant qu'il n'a aucun intérêt pour Karl ni pour la joie de le former. C'est un simple commentaire, mais notre gars est en fait sérieux sur ce qu'il a dit. Quoi qu'il en soit, Hédrian reçoit un avis officiel de la famille royale, le libérant de sa période de probation et lui accordant l'entrée au prochain banquet. La partie surprenante ? L'approbation a été levée près de 2 mois plus tôt que prévu. Donc, malgré la colère initiale du roi, quelque chose l'a fait changer Davis. Le prince n'a aucune idée de ce qui se passe dans la tête de cet homme, et honnêtement, il se fiche de la fin de la période de probation. Après tout, il ne comptait pas vraiment quitter le palais de toute façon, donc cela ne l'affecte guère. Une servante lit avec curiosité quelque chose qui attire l'attention d'Hédrian. C'est une nouvelle invitation qui est arrivée pour le premier prince. Elle lui tend le mot, l'incitant à l'ouvrir et à en lire le contenu. L'événement est censé être une soirée mondaine entre jeunes seigneurs, un cercle que le prince vaurien fréquentait souvent par le passé. La servante le décrit comme un lieu incompréhensible plein d'actes de souillure, sous-entendant en gros de l'alcool et des femmes. Notre gars ne veut pas continuer sur cette voie, alors Hédrian balance un refus à ce rassemblement inutile. Mais ensuite, il lit le dos du mot. La lettre vient de Bernardo de la famille Elie, son prétendu ami, un nom qui lui rafraîchit la mémoire. Grâce à son oncle, Hédrian se souvient que la famille Elie soutenait fermement l'utilisation du cœur de mana et a fini par tomber en ruine un siècle plus tôt. Par curiosité pour la famille de son ami, le prince décide de participer à l'événement, espérant au fond de lui que la famille de son ami ne s'est pas encore complètement effondrée. 4 mois après avoir pris possession du corps d'Hédrian Léonberg, le jeune prince a réussi à perdre une tonne de poids. Il a fait faire par un tailleur une tenue spéciale adaptée à son style, en la gardant minimale. Le plus étonnant ? Notre gars a enfin perdu son embonpoint et ressemblait maintenant à un mannequin au lieu d'une boule de bowling. Même le prince est choqué par sa propre évolution tandis que son tailleur est pâmé. Il le laisse s'occuper également de la deuxième tenue pour le palais. Cependant, il lui demande d'attendre un peu car ses mensurations pourraient encore changer. Dans la scène suivante, le prince est en route pour assister à la soirée mondaine. Hédrian sait qu'il est dans une position de merde à toujours être accompagné par des gardes et des membres du carrosse. C'est une expérience accablante quand soudain il remarque une cicatrice sur le cou de sa servante. Apparemment, c'est à cause de son incompétence. Elle a fait quelque chose, et ce salaud de prince obèse l'a puni pour ça. Hédrian méprise sincèrement l'ancien prince pour avoir traumatisé les gens. Bien qu'il l'ait vu plusieurs fois, il n'a même jamais demandé son nom à la servante. Alors il demande directement et apprend qu'il s'agit en fait d'Adlia Byron. La mention de la famille Byron fait-il dans la tête d'Hédrian car elle est à peine mentionnée dans le registre de la noblesse. Autrefois, quand les villes n'existaient même pas, plusieurs races prospéraient en dehors des humains. L'humanité était volée et tuée pour sa faiblesse, mais une ère est arrivée où les humains sont devenus les sauveurs de leur propre destin à la fin de la Grande Guerre, s'élevant comme l'espèce la plus forte du continent. Les plus notables d'entre eux étaient appelés les 5 électeurs. Et parmi ces 5 héros, l'un d'eux maniait l'épée Gruorn, une femme qui a défié du regard une horde de monstres titanesques, se demandant ce qu'elle et sa fidèle épée feraient après la fin de la guerre. Elle s'est jetée dans la bataille pour décapiter férocement Edda, le roi des géants, d'un seul coup d'épée. Le tuer marqua la fin d'une ère d'exploitation, lui valant le nom de marquise de l'épée au sang de fer, Agnès Byron. Elle était unique en son genre, elle insultait les monstres et les défonçait, lâchant des putains à chaque phrase, faisant des combos de gros mots et les rappant plus vite que Eminem. Même Gruorn à l'époque se sentait mal à l'aise avec les jurons de cette femme. Le gars est traumatisé par le simple souvenir d'elle, mais il est stupéfait que sa descendante soit assise sous ses yeux. Cela le pousse à se demander ce qu'il est advenu de la famille Byron pour être réduite à un rang inférieur. Quoi qu'il en soit, Karl annonce qu'ils sont arrivés à destination. Notre gars sort du carrosse et a l'intention d'avoir une vraie conversation avec Adlia plus tard, déroutant la servante et son garde royal. Dehors, un homme aux cheveux d'argent accueille son vieil ami bien-aimé. C'est Bernardo de la famille Elie qui exprime sa profonde gratitude envers le prince et sa transformation. Étrangement, Hédrian remarque quelque chose d'intéressant qui éveille la curiosité de Bernardo. Notre gars l'assure que c'est une bonne idée d'être venu car ce soir sera très divertissant. Dans la scène suivante, ils sont au cercle où des voyous ivres marmonnent et se taquinent avec plaisir. La fête bat son plein, mais Bernardo est choqué par le comportement du prince. Le même vaurien se saoule habituellement et commence à flirter, mais cette fois, il reste silencieux. L'aura même qui entoure Hédrian est différente d'avant. En fait, quand un type ivre s'approche pour mentionner les rumeurs de sa victoire sur Arwan, le gars ne dit même pas un mot. Toute la fête commence à parler de sa victoire spectaculaire,
et ces hommes louches sont curieux de savoir à quel point la magnifique Arwan doit être belle sous son armure. Calme dans sa réponse, il demande à l'homme s'il a des frères et sœurs. L'homme révèle qu'il a un frère plus jeune, ce qui soulage grandement le prince. Pourquoi? Parce que notre gars veut mettre fin à la vie de ce salaud et lui décoche un coup de poing si violent qu'il envoie le type valser. La scène est tendue, dégrisant tout le monde sur place de peur et de choc, même Bernardo. Hydrian est ravi que ce type ait un frère car il peut maintenant joyeusement lui écraser les couilles sans mettre fin à l'héritage de sa famille. L'homme hurle comme une fillette tandis que notre prince froid et majestueux déclare son jeune frère comme le nouvel héritier de la famille. Le passage à tabac ne fait que continuer alors que le carnage des Hydrians horrifie la foule. L'homme tabassé ne comprend même pas pourquoi il sert de punching ball. Saisissant cette occasion pour éduquer tout le monde, le prince souligne qu'il ne tolérera pas d'être traité comme un vaurien, même s'il est perçu comme tel. Les paroles shakespeariennes du gars embrouillent complètement les fêtards. Pour clarifier ce qu'il veut dire, Hydrian lance un autre coup de poing, car il parle bien mieux que ses mots. Après avoir démoli le premier type avec 1 milliard de coups de poing à la Mike Tyson, il appelle Bernardo qui se met littéralement à genoux instantanément. Le gars ne veut pas finir comme ce type. Le prince lui rappelle même de manière effrayante sa déclaration antérieure selon laquelle il rendrait cette journée très divertissante. Bernardo n'a aucune putain d'idée de ce qui est arrivé à ce type et reçoit l'ordre de convoquer les chevaliers royaux. Il part à la vitesse de l'éclair pour exécuter l'ordre, tandis que le reste des fêtards contemple simplement le prince en silence. Hydrian somme les femmes au fond de partir, attirant l'attention d'un certain homme. Ce type essaie de s'éclipser, mais Hydrian remarque sa présence. Il est d'accord pour laisser ce type partir avec la femme, tant qu'il peut lui arracher les couilles comme il l'a fait plus tôt. La simple pensée paralyse tous les hommes de peur car, soyons honnêtes, il n'y a pas de pire menace que de se faire piétiner les couilles jusqu'à ce qu'elle éclate. Hydrian leur dit qu'ils lui ont manqué de respect plus tôt en refusant de s'agenouiller devant lui, se moquant même de lui et insultant sa chevalière. Pour porter des accusations appropriées et punir ces hommes pour avoir insulté la royauté, il a fait venir les gardes royaux, en particulier Karl qui les qualifie d'individus coupables de trahison. D'un seul ordre, les gardes royaux sont ravis de tous les embarquer de force. Hydrian donne l'ordre avec enthousiasme, s'assurant que personne n'échappe à la punition. Après cette rencontre, le prince est convoqué devant le roi pour une autre tentative acharnée de semer le chaos. 14 enfants de nobles ont été arrêtés pour toutes les excuses possibles. Le roi est furieux que son fils ait invoqué l'autorité de la famille royale et infligé une punition aux familles des victimes. Mais avec 14 familles impliquées, le roi fera face à de graves répercussions. Hydrian connaît bien son père et met le doigt sur sa peur exacte avant de souligner que tous ces gens sont de toute façon des parias et des déchets irrécupérables. En fait, il recommande à son père d'envoyer une lettre à certains individus, plus précisément aux frères et sœurs des salauds arrêtés. En entendant les mots du garçon, le roi lui ordonne de partir, ce que le prince fait sans aucune inquiétude. Maintenant, revenons à son rendez-vous avec sa servante. Malgré tous ses efforts pour réconforter Adlia, la pauvre fille fond en larmes, se demandant ce qu'elle a fait de si mal. Elle est comme un chiot qui a été torturé par l'ancien prince au point de la briser. Sa famille n'est même pas sur la liste des véritables nobles. Même les descendants de la famille Léonberg ne semblent pas connaître l'importance des Byron. C'est comme si une partie de l'histoire avait été effacée. La contribution sans égale des Agnès Byron n'est plus quelque chose dont on se souvient. Tout était fini pour la famille Byron. Et pourtant, notre gars peut clairement voir un potentiel latent dans le maniement de l'épée d'Adlia. Cette femme est secrètement de rang S avec un niveau fou de très imprégné en elle. Pour commencer, boucher est un trait qui s'active à la vue du sang. Folle de guerre est un autre trait signifiant une femme obsédée par la bataille. En même temps, la servante a les traits, cœur fragile, et, soignante, faisant d'elle une personne excellente et passive. Donc, cette servante a une maîtrise de l'épée et des prouesses au combat inégalées, mais aucun de ces traits ne peut la contrôler une fois qu'elle est devenue folle. On en arrive à un point où même notre gars envisage l'idée de déchaîner son carnage sur le monde. Au final, ce serait un gâchis de ne pas essayer puisqu'elle est un talent de rang S. Parlons du trait de mentalité d'esclave, qui signifie essentiellement qu'une servante se sent loyale et heureuse de servir son maître. Utilisant cela comme levier, Hydrian exige qu'elle lui jure une loyauté absolue. C'est une demande déroutante car elle est déjà sa servante, mais Hydrian précise qu'il veut quelque chose de plus. Il veut qu'elle devienne son chevalier et il veut qu'elle le fasse sur le champ. La jeune fille timide et fragile s'effondre, refusant d'assumer un rôle aussi important, se croyant insignifiante. Mais notre gars connaît la vérité sur sa famille et lui assure qu'il prendra ses responsabilités envers elle. En retour, elle doit lui jurer fidélité et le servir sans poser de questions. La stratégie ici est que si Adlia ne peut pas contrôler sa folie par ses propres moyens, alors c'est lui qui prendra le contrôle. Au début, elle se demande s'il tiendra sa promesse de prendre soin de sa famille. La confirmation du prince la rend très heureuse, car notre gars propose même de les faire venir dans la capitale pour qu'elle puisse les voir quand elle le souhaite. Cela la rend très heureuse, suffisamment pour qu'elle lui jure fidélité. Alors, tout comme à Rouen, elle le scande et déclare son service au premier prince pour le reste de sa vie. Hydrian est content de cet arrangement et la nomme officiellement servante qui obéira à ses ordres sans poser de questions. Il lui tapote même la main, illuminant son visage de joie, mais même le prince est sur le qui-vive, se demandant s'il a pris la bonne décision.
Adrien pense à toutes les rumeurs qui circulent dans le palais depuis qu'il a pris possession de ce corps. Les gens chuchotent sur chacun de ses gestes, sur son air si calme et instable. Ils parlent de la façon dont le prince gâté avant lui avait l'habitude de convoquer les enfants de nobles de haut rang, de les battre et de les jeter dans des donjons pour s'amuser. Puis il y a le dernier scandale, celui que tout le monde adore, comment il a nommé une simple servante comme son chevalier personnel, quelqu'un qui n'avait même jamais tenu une épée auparavant. Adrien sait que quoi qu'il fasse, les gens le détesteront à cause de la réputation laissée par l'ancien propriétaire du corps. Même la servante qu'il a choisie comme chevalier est transformée en une autre vilaine rumeur, les gens prétendant qu'il se constitue un harem sous son commandement. Plus que tout, il déteste la façon dont tout le monde se sent en droit de juger sa vie et ses choix. Il ne s'attendait pas à ce que cette simple décision de faire d'une servante un chevalier déclenche une telle tempête. On dirait que tout le monde attend qu'il échoue. Il imagine son père, le roi, se mettre en colère et dire qu'il est encore en train de réparer les bêtises de son fils. Il peut déjà entendre son oncle maudire son nom comme toujours, et il imagine son jeune frère se moquer de lui, se montrant malin et supérieur. Adrien s'enfonce plus profondément dans ses pensées, accablé par la frustration et l'angoisse. Puis une autre servante entre précipitamment et annonce que la reine est arrivée. Adrien panique instantanément, son cœur s'emballe alors qu'il supplie silencieusement les dieux de lui accorder leur pitié et de lui donner un peu de répit. Adrien est épuisé par toutes les disputes et l'attention constante, et puis sa mère en rajoute. Elle le gronde, disant qu'elle croyait vraiment qu'il avait corrigé son comportement, mais maintenant on dirait qu'il retombe dans ses vieilles habitudes de vaurien. Elle déclare qu'il est temps pour lui d'entrer correctement en société et de se marier. Une fois qu'il aura choisi une épouse, dit-elle, il se calmera enfin et arrêtera d'errer comme un fou. Hydrian ne comprend même pas de quoi elle parle, mais la reine s'en moque. Elle élève la voix comme n'importe quelle mère furieuse et lui ordonne d'écouter, car une mère a toujours raison. Puisqu'elle a décidé qu'il est temps pour lui de se marier, alors il se mariera. Sur ce, elle se retourne et s'en va, abandonnant un Hydrian sous le choc, se demandant ce qu'il est censé faire maintenant. Plus tard, Hydrian convoque la servante, Adlia, qui est clairement nerveuse et terrifiée alors qu'elle est assise devant le prince. Il lui explique quelques petites choses, et elle demande timidement si elle va vraiment acquérir du mana. Hydrian confirme calmement qu'elle recevra un type spécial de mana, un cœur de mana. Il utilise alors son propre mana et forme un cœur à l'intérieur de son corps, pensant à la façon dont ce monde a oublié la légendaire reine épéiste. Au moins, lui ne l'a pas oubliée. Il se souvient de chaque détail, du chemin qu'elle a parcouru, de la façon dont l'épée bougeait comme si elle était vivante dans ses mains, et comment elle la commandait avec une grâce absolue. Il veut éveiller ce même destin en Adlia car il croit que cette voie lui appartient. Il se souvient même du rythme puissant du cœur de mana de la reine épéiste qui battait autrefois avec fierté et détermination. Le cœur de mana prend enfin forme à l'intérieur des Adlia, et une notification du système confirme que l'empreinte est complète et stable. Adlia regarde une douce lumière dorée émaner de sa poitrine, complètement stupéfaite. Elle murmure, incrédule, demandant si c'est vraiment le pouvoir du mana. When the process ends, Adrian explain that what she witnessed is the refinement method for forming a mana hat. Il lui dit de s'entraîner seule dès qu'elle le peut. Soudain, Adlia devient anxieuse, mais son inquiétude change de nature quand Hydrian s'effondre au sol, s'écorchant les genoux. L'effort de la création d'un cœur de mana l'a complètement épuisé. Elle se précipite vers lui, mais il refuse son aide, balayant cela d'un revers de main et disant qu'il est juste un peu fatigué. Adlia hésite, puis demande doucement comment quelqu'un comme lui a pu choisir une simple servante comme elle. Adrian n'a plus de patience pour les questions et lui dit de partir. Comme elle ne bouge pas, il se retourne et lui demande pourquoi elle le fixe comme un chiot abandonné. Adlia baisse rapidement la tête, mêlant peur et respect, et jure qu'elle le servira avec une loyauté absolue pour le reste de sa vie. La réponse satisfait Hydrian. Il lui rappelle de ne jamais oublier qu'il est son maître, et Adlia prend ces mots comme un signe d'honneur. Pourtant, alors que Hydrian se détourne, Adlia pense tout bas qu'elle ne se souviendra peut-être pas de cette promesse de la manière dont il s'y attend. Quelques jours plus tard, Cal vient faire son rapport au prince concernant Bernardo Eli. Il explique qu'il a récemment appris que Bernardo a été emmené par la garde royale en tant que témoin dans un récent incident. Et selon les ordres officiels, des mesures strictes sont en place afin que personne ne puisse le rencontrer avant le procès. Hydrian est perplexe que des procès existent même dans ce monde, et il demande nonchalamment s'il devra y assister aussi. Son chevalier répond calmement que la royauté ne témoigne jamais. Le soulagement frappe Hydrian comme une bouffée d'air, mais cela le met aussi mal à l'aise. Il réalise qu'ils font soudain toute une histoire de ce procès. Pendant la conversation, l'attention d'Hydrian se porte sur Adlia. Il la regarde directement et lui demande comment elle se sent ces derniers temps. La pauvre fille se fiche de surprise, ne s'attendant manifestement pas à son inquiétude. Hydrian lui demande alors des nouvelles du mana, s'il s'est stabilisé ou non. Adlia se ressaisit et répond que oui. En entendant cela, Hydrian se lève sans hésiter et déclare qu'à partir de maintenant, elle se joindra à lui pendant l'entraînement. Il lui dit d'aller se changer et de le retrouver sur le terrain d'entraînement, et de laisser le chiffon de nettoyage derrière elle car à partir de cet instant, elle est un chevalier. Sur le terrain d'entraînement, Hydrian commence à étirer son corps, lentement et de manière détendue. Avant qu'il ne puisse s'installer dans sa routine, quelqu'un l'interrompt. C'est son oncle, Bellard. Il pose une question,
et Hydrian répond avec une impertinence acérée, manifestement peu enclin à s'occuper de lui aujourd'hui. Son attention est concentrée ailleurs, sur une jeune fille qui peine à courir à travers le champ. Hydrian demande à son oncle s'il a entendu les rumeurs, puis déclare ouvertement qu'il fait d'elle un chevalier. Ces mots mettent immédiatement Bélare en colère, comme toujours. Il se déchaîne, accusant Hydrian de forcer imprudemment une jeune fille à devenir chevalier et de perdre son temps avec des idées stupides. Hydrian réplique sèchement, lui disant d'arrêter de se mêler de ses affaires comme il le fait toujours. Leur dispute s'intensifie, des mots acérés fusent de part et d'autre jusqu'à ce que Adlia termine enfin son 10e tour et s'effondre au sol. Bélare ne lui jette pas un seul regard. Adlia, essoufflée et tremblante, commence à s'excuser, implorant son pardon d'être si mauvaise coureuse. Adrian lui dit immédiatement d'oublier ça. Il s'avance et place une épée en bois dans ses mains, expliquant qu'aujourd'hui il ne lui apprendra que les postures de base. Il démontre quelques mouvements simples, stables et précis, puis demande à Adlia de les essayer elle-même. Ce qui se passe ensuite fige tout le monde sur place. Telle une ballerine accomplie, Adlia commence à bouger. Ses pas sont fluides, sa posture parfaite, son épée suit chaque mouvement avec une grâce surprenante. Both Bélare and Hydrian stand still, staring in disbelief as she flawlessly recreates his technique after watching them only once. Quand elle a fini, elle le regarde et demande doucement si elle l'a fait correctement. Adrian sent un frisson lui parcourir l'échine. Pour la première fois, la peur l'étreint. À ce rythme, elle pourrait le surpasser bien trop tôt. Il pense amèrement que le contrôle ne fonctionne que lorsque le faible craint le fort, et si elle devient plus forte que lui, elle pourrait devenir dangereuse. Mais ses pensées sont interrompues lorsqu'il remarque Bélare regardant Adlia avec une lueur avide dans les yeux. Hydrian s'approche et donne un coup de coude à son oncle, l'avertissant de se calmer et de ne pas avoir d'idées malsaines à son sujet. Bélare se contente de sourire narquoisement et de se moquer de lui, disant que Hydrian n'est encore qu'un novice qui ne tient une épée que depuis quelques mois et que quelqu'un comme lui ne peut pas gérer un potentiel aussi écrasant. C'est là que Hydrian fixe la limite. Il refuse d'être pris de haut. Son cœur de mana s'éveille, ce même cœur qui contient la profondeur du roi des géants, du dragon de lumière et des êtres qui se sont abreuvés du sang d'innombrables vies. Une partie de son âme répond à sa colère et se soulève à son commandement. Des flammes rouges enveloppent son corps tandis que sa présence explose vers l'extérieur. Il fixe Bélare avec une autorité froide, sa voix lourde et sans appel, déclarant que Adlia lui appartient. Hydrian avertit son oncle de ne pas regarder Adiela, ni même de penser à elle, car il déteste vraiment quand quelqu'un essaie de s'approprier ce qui ne lui appartient pas. À cet instant, il réalise soudain que son sens de la réalité lui échappe. Sa conscience s'estompe dans un état étrange rempli de froid et de ténèbres où il ne peut sentir ni la vie ni la mort. Il comprend immédiatement le danger. À ce rythme, son corps fusionnera avec l'épée, et son âme sera dévorée par la lame démoniaque, Blackhorn. Hydrian sait qu'il ne peut pas permettre que cela se produise. Il lutte contre cette attraction, affronte ses démons intérieurs et force le pouvoir démoniaque à retourner dans sa cage. Lentement, il redevient le prince Hydrian, juste à temps pour entendre la fin du discours de son oncle. L'oncle parle avec grandiloquence de la façon dont un chevalier ordinaire peut sauver la vie de 10 000 soldats et comment un seul chevalier exceptionnel peut en protéger des centaines de plus. Adrian écoute à peine. Pour lui, son oncle n'est plus seulement de la famille, mais le grand commandant de la frontière, l'homme qui mène des armées au milieu des cadavres et de la guerre. Malgré cela, Hydrian n'a aucun intérêt pour ce sermon. Son indifférence irrite une fois de plus son oncle qui commence à s'en prendre au garçon. C'est à ce moment que Adiela prend enfin la parole pour elle-même. Elle déclare que son corps et son âme appartiennent à Hydrian et qu'elle ne suivra pas les paroles de l'oncle. Adrian ressent une étincelle de fierté face à sa détermination et adresse un sourire narquois à son oncle. Il dit calmement que son objectif initial pour l'entraînement était simplement de l'aider à perdre du poids. Et maintenant qu'elle est arrivée si loin, il n'a plus rien à enseigner. Il dit à son oncle de partir et d'arrêter de se mêler de ses affaires. L'oncle s'en va en fulminant, l'air sévère et clairement irrité. Même après ce jour, il continue de visiter le palais sans relâche, observant Adiela et leur entraînement à distance. Comme Hydrian lui a formellement interdit d'intervenir ou de se mêler, l'oncle ne peut que regarder. Voir cet homme arrogant se débattre en silence devient étrangement divertissant pour Hydrian. Peu de temps après, Adiela reprend sa posture avec l'épée, et Hydrian peine à en croire ses yeux. Elle a déjà appris la renaissance de l'épée. Il l'applaudit, sincèrement satisfait de ses progrès. Et pour la première fois, Adiela elle-même a l'air fière. Ce moment de paix ne dure pas longtemps. L'oncle l'interrompt à nouveau et exige de savoir si Hydrian lui a aussi enseigné le cœur de mana. Quand Hydrian le confirme, la colère de l'oncle explose. Il se met à crier, accusant Hydrian de lui apprendre des tours de passe-passe stupides au lieu de les garder pour lui. Hydrian se retourne brusquement et lui ordonne de partir sur le champ. L'oncle le maudit, affirmant qu'il y avait un bien meilleur chemin et que Adiela avait un potentiel inimaginable, que Hydrian a maintenant ruiné. Adiela reste calme et dit à son garde du corps d'escorter l'oncle dehors. L'oncle refuse d'être touché par un simple garde et sort en trompe de lui-même. Une fois la tension retombée, Adiela demande tranquillement à Hydrian si les techniques qu'elle apprend ne sont vraiment que de basses astuces. Hydrian le nie fermement. Il lui dit que son oncle ne comprend pas de quoi il parle. La vérité, explique-t-il, est que les gens de cette ère moderne ont complètement oublié ce qu'est un véritable cœur de mana. S'ils ne l'avaient pas oublié,
Il ne l'aurait jamais jeté comme une paire de chaussures usées. Avec une certitude tranquille, Hydrian jure qu'elle découvrira bientôt le vrai pouvoir du mana. Plus tard, sur le terrain d'entraînement, l'oncle revient et place une épée en bois devant Hydrian, exigeant qu'il fasse ses preuves. L'oncle déclare qu'il n'utilisera qu'un seul anneau. Et si Hydrian peut le forcer à reculer ne serait-ce que d'un demi-pas, alors il reconnaîtra enfin le savoir et le pouvoir des Hydrians. Hydrian ramasse l'épée et demande calmement quel est le pari. L'oncle répond que si Hydrian gagne, il lui accordera un vœu, tout ce qu'il veut, même les techniques secrètes de la famille. Ce n'est pas ce que Hydrian veut vraiment, mais pour l'instant, il accepte les termes sans hésitation. Hydrian charge immédiatement, visant directement la gorge de son oncle. L'oncle se contente de sourire narquoisement et dit qu'il était évident que Hydrian viserait le coup. Comme prévu, Hydrian attaque la gorge de l'oncle encore et encore et encore. Chaque coup est rapide et vif, mais l'oncle esquive chacun d'eux avec aisance. Il se déplace sans effort, évitant les attaques jusqu'à ce qu'il bloque finalement l'épée des Hydrians et le repousse légèrement, demandant si c'est tout ce qu'il a. Il repousse alors Hydrian et se moque de lui demandant s'il a déjà abandonné. Hydrian serre les dents. Il est têtu, et il trouve son oncle insupportablement agaçant, mais il ne peut nier une chose. Son oncle est terriblement fort et intelligent. Il attend le moment où Hydrian puisera dans son mana, car c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra lui infliger une défaite bien plus écrasante. Mais Hydrian ne va pas lui donner cette satisfaction. Sur cette pensée, il commence à se parler à lui-même, trouvant étrange qu'il y a 400 ans, il y avait d'innombrables cœurs de mana, et les chevaliers qui en possédaient accomplissaient des exploits incroyables. Pourtant, lorsqu'une compétence quelque peu utile est apparue plus tard, tout le monde a simplement oublié le cœur de mana et a adopté cette nouvelle compétence à la place. Au fil du temps, les gens ont commencé à croire que la technique de la chaîne de mana était une méthode de gestion du mana bien supérieure au cœur de mana. Bélar l'entend marmonner et lui demande ce qu'il essaie de dire exactement. Hydrian répond calmement qu'il est entièrement en désaccord avec cette croyance et que la comparaison elle-même est erronée. Hydrian dit que le cœur de mana n'a jamais été faible. C'était toujours le possesseur qui était faible. Il affirme clairement que tous les cœurs de mana ne sont pas fragiles ou inférieurs. Il demande alors à Bélar s'il a déjà entendu parler du poème martial héroïque. Bélar lui lance sèchement d'arrêter de parler, disant que le terrain d'entraînement est un lieu pour échanger des coups et des épées, pas un lieu pour des chansons et des poèmes. Hydrian se contente de sourire et lui dit qu'il est un imbécile de qualifier le cœur de mana de technique de bas niveau. Sur ce, Hydrian commence à réciter le poème qui est gravé au plus profond de sa poitrine. Il chante les 100 batailles gagnées contre 20 apprentis qui rêvaient tous de devenir des guerriers martiaux héroïques. Tandis que les mots s'écoulent, le poème martial héroïque prend forme. Le pouvoir commence à l'envahir à chaque vers qu'il récite. La force de ses victoires se déverse dans son corps, dans ses bras, et enfin dans sa lame. Lentement, son épée commence à luire, répondant au poème par sa propre lumière grandissante. La notification du système indique que les effets du poème du duel ont été activés et le mana afflue tout autour des Hydrians. Mais Bélar reste impassible, disant que peu importe ce que fait Hydrian, cela n'aura aucune importance. Tant que Hydrian dépend du cœur de mana, il ne pourra pas surpasser la chaîne de mana. Hydrian charge son oncle, et Bélar esquive sans effort avec son épée. Le mana de l'anneau repousse le flux du cœur de mana, faisant légèrement reculer Hydrian. Mais en vérité, pour maîtriser le poème, Hydrian s'est entraîné plus de 100 fois et a enduré le mana de l'anneau plus de 1000 fois. Durant ces 100 combats, il a subi 1 millier de vagues de mana adverses. Il abat son épée, déchaînant le pouvoir du Seisouye. Sa lame semble maintenant tout à fait présentable, mais lorsqu'il attaque à nouveau, Bélar esquive une fois de plus. Hydrian insiste, frappant à plusieurs reprises, et pour la première fois, Bélar commence à montrer de l'inquiétude. Bélar rassemble toute sa puissance pour repousser Hydrian. Il dit à Hydrian qu'il est arrogant de prétendre que tous les cœurs de mana ne sont pas égaux. Il frappe son épée contre le sol, provoquant une explosion qui projette Hydrian en arrière contre le mur. Bélar annonce qu'il s'ennuie de ce combat et déclare qu'il est terminé car il a déjà gagné. Hydrian, cependant, réalise qu'à un rang commun, les points martiaux héroïques seuls sont inefficaces. Il utilise son épée pour se relever et commence à raconter l'histoire d'il y a 400 ans. Il explique comment les chevaliers ont commis une erreur critique. Ils n'ont laissé aucun ennemi à leurs descendants. Ils croyaient que leurs histoires, leurs techniques d'épée, les 6 battements du cœur et les poèmes de leur victoire seraient transmis intacts. Mais ce nouveau monde a oublié les chants des dragons et des rois géants, les transformant en mythes trop absurdes pour être vrais. Bélar n'écoute pas du tout. Il croit que Hydrian rêve éveillé et ne peut comprendre un mot de ce qu'il dit. Hydrian se lasse de ses jeux et considère son oncle comme un chevalier arrogant et stupide. Soudain, les ténèbres du démon de l'épée, Blackhorn, s'élèvent comme une tempête au-dessus des yeux des Hydrians. Il déclare que si Bélar ne comprend pas le vrai pouvoir, il le lui apprendra. Les mains du démon consument entièrement le corps et l'esprit des Hydrians. Il commence à chanter le poème tueur de dragons. Son corps se tend sous l'immense puissance. Certaines parties du chant sont omises à cause de son rang inférieur, mais un vers puissant subsiste. Hydrian répète le mantra encore et encore. L'énergie pure de ce vers frappe Bélar avec force. Hydrian attaque, et Bélar réalise que si cela continue, il pourrait mourir. Une autre explosion éclate, projetant Hydrian en arrière sur le sol. Lorsque la poussière retombe, Bélar révèle qu'il n'utilise pas un seul anneau mineur comme promis,
mais un pentagone complet d'anneaux. Hydrian, cependant, est ravi. Même avec les 4 anneaux actifs, son épée est intacte, tranchant le mana de l'anneau avec la puissance du cœur de mana. Il se relève, laissant Bélard stupéfait et confus. Bélard s'attendait à ce que le mana de l'anneau surpasse le cœur de mana, mais il n'a pas pu. Hydrian regarde son oncle droit dans les yeux et déclare calmement et fermement qu'il a perdu. Plus tard, le chant du dragon et l'épée meurtrissent le frêle corps humain des Hydrians. Il griffe les draps, les dents serrées, maudissant ce satané Gesta Sanctorum. Plus tard, Hydrian sait que la douleur est le prix à payer pour avoir puisé de force dans le pouvoir du Gesta Sanctorum, le poème du dragon décapité. Son corps est maintenant en lambeaux, mais il sait que cela valait tous les risques. C'est son premier exploit martial qu'il a entièrement accompli par lui-même, et il en est fier. Il récite le poème encore et encore avec son cœur. Le système montre que son rang de dieu des duels a légèrement augmenté, et il pense que ce sera suffisant pour le duel avec le 3e prince. Soudain, Adlia l'interrompt, rayonnante de joie car il a enfin repris connaissance. Elle lui raconte qu'après son effondrement, la reine était furieuse contre Bélard, et que c'était la première fois qu'elle la voyait si en colère. Au fond de lui, Hydrian est un peu satisfait, pensant que son oncle mérite bien de se faire gronder par la reine. Adlia lui dit aussi que Bélard a demandé à être informé dès que Hydrian se réveillerait. Hydrian n'aime pas l'idée, mais il se rallonge, lui disant qu'il s'est réveillé juste assez longtemps pour le savoir et qu'il veut se reposer. Il sait que s'il ne récupère pas correctement son esprit endommagé par l'utilisation excessive du Gesta Sanctorum, il paiera un prix terrible. Les souvenirs des réalités passées se transformeront en chaos, et finalement, la frontière de la réalité s'effondrera dans son esprit. Il deviendra un fou, bon à rien, piégé à nouveau dans les souvenirs de l'épée. Rien que de penser à ce gouffre le fait frissonner car c'est le pire destin qu'il puisse imaginer. Puis il parle à Adlia de son ancêtre Agnès Byron, une épéiste légendaire, et comment elle devrait pouvoir hériter des pouvoirs du Gesta Sanctorum. Adlia imagine à quel point son ancêtre devait être incroyable. Hydrian explique que pour bénéficier pleinement du poème, elle devra devenir bien plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il lui a demandé ce qu'elle veut vraiment apprendre. Adlia est abasourdie par la question, ses yeux s'écarquillent, et elle hésite, bégayant à plusieurs reprises. Finalement, elle vide son sac, déclarant qu'elle veut devenir l'épée des Hydrians. En entendant cela, Hydrian se fige, totalement stupéfait par ses paroles. Apparemment, certains Gesta Sanctorum commencent au son d'une trompette retentissante, tandis que d'autres débutent par le premier pas à travers une plaine. Certains commencent par un serment sincère, tout comme le serment que Adlia prête en ce moment même devant Hydrian. Elle jure de sacrifier sa vie pour lui et de consacrer tout ce qu'elle a en 5 choses pour son bien. Le système montre qu'elle offre un point de subordination. Hydrian en ressent le pouvoir et la présence, réalisant que c'est le Gesta Sanctorum d'Adlia. Certains Gesta Sanctorum influencent aussi les autres, et dans ce cas, un nouveau Gesta Sanctorum se forme, créant un point de domination. Le point de subordination est un lien entre un maître et un serviteur, et Hydrian est stupéfait. La descendante de la reine de l'épée a conçu cette forme de subordination devant lui accordant un miracle qu'il n'avait jamais attendu. Il sourit, pensant à tous les pouvoirs qu'il aura désormais. Tant que la subordination d'Adlia le ciblera, sa croissance profitera également à son propre travail. Il la remercie pour sa gentillesse, et Adlia le contemple avec admiration. Hydrian ne sait pas encore quel genre d'aide ou d'avantage elle lui apportera, mais il est confiant en l'avenir. Quelques jours plus tard, Hydrian est dans le royaume, s'ennuyant à mourir. Sa mère s'approche de lui demandant s'il se sent un peu mieux. Hydrian n'aime pas être interrogé, et il a du mal à gérer les personnes qui étaient chères au propriétaire originel du corps. Il est tout aussi mal à l'aise avec sa mère qui semble quelque peu abattue. Elle lui demande s'il en veut à son oncle, puis essaie de le couvrir, disant qu'il ne veut pas vraiment lui faire de mal. Donc même si Hydrian a de la rancœur, il devrait simplement passer outre. Quand Hydrian répond qu'il ne ressent pas cela, elle crie qu'il le devrait absolument. Hydrian est confus, se demandant ce qu'elle veut vraiment de lui. Depuis qu'il a anéanti son orgueil et son arrogance ce jour-là, il a eu du mal à le supporter. Ce jour-là, il a planté un démon du cœur dans l'esprit de son oncle. Si Bélard ne peut le surmonter, le démon grandira, et il perdra ses fiers pouvoirs martiaux. Hydrian se fiche des conséquences pour son oncle. Ce sera sa propre perte. Sa mère dit que son oncle a passé toute sa vie plus près des épées que quiconque, ce qui le rend maladroit et rude d'esprit. Mais récemment, Bélard semble apprécier Hydrian et a même personnellement persuadé le roi de lever sa réclusion plus tôt. Dès qu'elle fut levée, Hydrian fit une crise de colère, mettant son oncle dans une position difficile. Hydrian réalise alors que son oncle avait des raisons légitimes d'être en colère, pourtant il agit toujours comme un gamin pourri gâté et ingrat, pensant, qu'a-t-il même fait pour lui? Pendant sa convalescence, un vieil érudit nommé Niccolo Marchiadel fut appelé pour lui servir de tuteur. Naturellement, Hydrian Léonberg refusa de se prêter au jeu. Le vieil érudit, Karl et Adlia regardaient le prince se rouler par terre en faisant une crise de colère. Niccolo a essayé de lui donner quelques mots d'encouragement, mais le prince gâté l'a mal pris. Une fois un peu calmé, Hydrian a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de leçons car il savait déjà tout ce qu'il devait savoir. Puisqu'il en était si convaincu, Niccolo suggéra une alternative. Ils pourraient simplement passer du temps ensemble et engager une conversation sur plusieurs sujets.
S'il pouvait prouver qu'il n'avait pas besoin d'aide, l'érudit promit de ne plus jamais revenir. À la fin de la journée, le prince était enflammé de passion alors qu'il participait ouvertement à des débats académiques sur la nature de l'homme. Niccolò lui a même suggéré un livre à parcourir basé sur le sujet qu'il avait approfondi. Dans ce texte, la relation entre le souverain et le sujet était représentée comme une sorte de contrat. Les monarques fournissent une partie du pouvoir militaire et économique aux clés du pouvoir, et les clés du pouvoir maintiennent le monarque sur le trône par leur loyauté. Durant toutes les années qu'il a vécu en tant que Gruorn, Hydrian en est venu à croire que les relations sont censées être un donnant-donnant. Avant même qu'il ne s'en rende compte, toute la journée s'était écoulée. Le vieil érudit rangea le bureau et conclut la session. Quand Niccolò lui a dit au revoir, le prince souriait jusqu'aux oreilles. Il ne s'était jamais autant amusé à simplement jacasser. Dès qu'il entendit la porte se fermer, Hydrian réalisa ce qui s'était passé. Il venait de se faire embobiner pour assister à un cours magistral contre son gré. Le vieil homme était assez rusé, mais Niccolò fut aussi surpris par le premier prince. Le gamin était très différent de la façon dont les rumeurs le décrivaient. Interdit d'entraînement et libéré des leçons de Niccolò, l'emploi du temps du prince était vide pour la journée, et il s'ennuyait. Avant qu'il ne puisse agoniser sur ses choix de vie et moisir au lit, un invité, à savoir son oncle Bellare, le fit se lever. Adlia fit entrer l'oncle. Cela faisait quelques jours depuis le dernier combat d'entraînement. Bellare avait l'air épouvantable. Il n'avait pas réussi à surmonter le démon intérieur planté par son neveu malfaisant. Aujourd'hui, l'oncle est seulement venu présenter ses excuses. Il a rompu la promesse qu'il s'était faite et a ainsi causé une grave blessure au prince. Il ne cherchera aucune excuse, même si les blessures des Hydrians sont le fruit douloureux du surmenage. Son oncle a dû être tourmenté par le souci d'avoir blessé un membre de la famille royale. Pour corriger ses erreurs, l'oncle Bal a proposé de donner au gamin tout ce qu'il pourrait désirer. S'il doit renoncer à ses yeux ou à ses bras pour régler la dette, il le fera. Finalement, Hydrian a eu pitié de cet homme talentueux, piégé par un démon intérieur si futile, et a décidé d'être généreux. Le premier prince a formulé sa demande. Il voulait juste sortir un moment. Sa période de confinement forcé est terminée, il devrait donc être libre de partir. Mais le prince ne parlait pas d'une excursion d'une journée. Il prévoit de voyager loin en dehors de la capitale. Établir le programme prendra du temps, et ils ne peuvent pas non plus viser un endroit trop éloigné. Bal a accepté sa demande et s'est immédiatement mis au travail pour la concrétiser. Après le départ de son oncle, le prince est resté dans la pièce avec Karl. Il pensait que le patron exigerait quelque chose de plus déraisonnable. Après tout, on n'obtient pas la faveur d'un comte tous les jours. Franchement, Hydrian voulait juste que le vieil homme arrête d'agir de manière si rigide et pathétique, alors il a demandé quelque chose de gérable. Entendre le patron parler si franchement a fait éclater de rire le chevalier. Soudain, Adlia est entrée dans la pièce, une lettre très attendue à la main. C'était un rapport de situation concis de Damarouan Kergueyan. Elle a fait une petite percée et pourra bientôt lui rendre visite. Le message était court et agréable, une bonne nouvelle qui tombait à pic. 5 jours plus tard, l'oncle Bal a fait savoir que tout avait été réglé. 2 jours plus tard, le jour du départ est arrivé. Le premier fief qu'ils traverseront s'appelle Hélin. Le prince était si excité qu'il ne tenait pas en place. Vous voyez, le comté de l'Ain est le meilleur site de production d'armement du palais royal. Il possède une mine de fer pour fournir des matériaux de haute qualité et une guilde de forgerons pour les affiner. Plus de la moitié des armes et armures livrées à la famille royale provenaient de l'Ain. Comme le niveau des Hydrians a beaucoup augmenté dernièrement, il lui démangeait de trouver une nouvelle lame à lui. À l'origine, il prévoyait de prendre une belle épée dans l'armurerie royale. Malheureusement, un ordre royal du roi Lén a empêché. Considérant comment le prince obèse se comportait, il ne pouvait pas vraiment en vouloir à son père. Au moins, il peut se procurer une arme correcte en dehors du palais. Étonnamment, Tonton prenait l'excursion au sérieux. Ainsi, le voyage d'une vingtaine de jours avait commencé. À 3 jours de la capitale, ils atteindront la première étape, Élan. Ensuite, ils s'aventureront encore 2 jours en direction du château du Lion de Fer. Actuellement, Hydrian est coincé dans une calèche pendant 3 jours entiers, s'ennuyant à mourir. Adlia est assise en face de lui, mais elle n'est pas amusante non plus. Peut-être qu'il ferait mieux d'utiliser son temps pour vérifier son cœur de mana à la place. Actuellement, son réservoir est vide, un effet secondaire de l'utilisation excessive du poème tueur de dragons. Il devrait être prudent de commencer à le remplir à nouveau lentement. Il a senti la vibration chaotante de la calèche, le courant d'air froid et le bavardage des chevaliers, et a rassemblé les parcelles de mana nées de ces choses. Finalement, il a pu reformer et remplir son cœur de mana vide. À sa grande surprise, le cœur de mana qu'il a conjuré était bien plus grand que le précédent. Ce n'est qu'un petit aperçu de la volonté supérieure. C'est l'influence de s'être forcé à utiliser le poème. Sa constitution physique a subi un changement qualitatif, élargissant son cœur de mana et améliorant sa capacité à stocker plus d'énergie. Par des moyens non conventionnels, il a atteint le niveau d'expert en épée, améliorant sa connexion avec la source et levant la restriction sur certaines de ses autorités. Son 3e œil et sa 3e oreille ont été améliorés de manière significative. Globalement, une seule séance de méditation l'a propulsé à un autre niveau. Il pouvait sentir le changement drastique dans chacun de ses moindres mouvements. Il a fait un autre pas en avant. Après ces 3 longues journées de voyage en calèche, la caravane a finalement atteint Hélène.
Le premier prince fut respectueusement accueilli et personnellement escorté par Edgar et Torrance Hélène, les fils du seigneur de la ville. En considération de leur long voyage, Edgar a proposé de guider tout le monde à leur chambre d'abord. En se promenant dans le manoir des Hélènes, Hydrian a compris pourquoi ce comté était surnommé le centre de production d'armement. Les couloirs étaient remplis de toutes sortes d'armes. En y regardant de plus près, on pouvait voir que les lames exposées n'étaient que des pièces tapax sans grave-l'œil, des morceaux de métal inutiles en combat réel. D'après ses premières impressions, Hydrian doutait de pouvoir trouver ce qu'il cherchait dans cet endroit. Il a donc demandé à être conduit à la guilde des forgerons du territoire. Edgar a accédé à sa demande avec plaisir. En chemin, le seigneur local a prévenu le prince que les forgerons sont, sans exception, des gens rudes et têtus. Lorsqu'ils sont complètement absorbés par leur travail, ils ne remarquent même pas la visite du seigneur. Edgar a fait un long préambule à Hydrian pour qu'il respecte l'esprit artisanal, même si cela pouvait paraître un peu offensant. La chaleur de la fournaise est intense alors qu'il entre dans la pièce où la magie opère. L'air était rempli du bruit du fer martelé avec force. Les flammes grondent. Les soufflets sifflent. Les forgerons utilisent le feu et le fer en parfaite harmonie. Parmi les artisans de cette pièce, un son exceptionnellement clair a coupé le souffle au prince. Un vieil homme forgeant diligemment une épée au milieu de la pièce a capté toute l'attention des Hydrians. Pour une raison quelconque, chaque coup rythmé du marteau rappelait à Hydrian son premier souvenir en tant que gruant. Adlia a essuyé la sueur sur la joue de son seigneur, sortant le prince de sa rêverie nostalgique. Alors que le reste de la forge avait cessé de travailler pour présenter leurs humbles salutations au prince, le vieil homme continuait ses efforts concentrés. Edgar a présenté l'homme qui menait le comité d'accueil comme étant Saxon, le chef de la guilde des forgerons. Adrian n'avait rien à faire. Tout ce qu'il voulait, c'était regarder le cours de maître en forgeage qui se déroulait devant lui. Saxon a essayé de s'attirer les faveurs de la royauté et a crié au vieil homme d'arrêter de travailler et de montrer un peu de respect au prince. Adrian a dû attraper ce fil de pute par la bouche pour l'empêcher de tout gâcher. À en juger par les établis vides et les regards mal à l'aise qu'il recevait des autres forgerons, il semble que le chef de la guilde ait fait sortir tout le monde sans qu'on le lui demande. En signe de respect, il a imploré les forgerons de se remettre au travail. Avec tout le monde de retour à son poste, le prince reste concentré et a continué à regarder ce spectacle absolu. Il est resté là, à regarder un vieil homme torse nu marteler à plusieurs reprises de l'acier chaud. Le prince était complètement absorbé par le processus. Il était au milieu d'un monde en feu. Pendant toutes les années de son existence, il n'avait jamais ressenti cette sensation auparavant. Après avoir quitté la forge, Edgar a expliqué que le vieil homme avait forgé et fondu la même épée à plusieurs reprises au cours des 6 derniers mois. Chaque épée que l'homme a forgée est réputée être un chef-d'œuvre. On ne l'appelle pas le maître artisan pour rien. Aucune de ses créations ne manquait de qualité, pourtant il les a toutes refondues de la même manière. De plus, depuis un mois, le vieil homme dormait à peine. Il s'est entièrement consacré à son travail. Étant donné son âge, c'est un peu inquiétant. Plusieurs jours après leur arrivée à Hélène, le prince a pris l'habitude de visiter la forge tôt le matin et de la quitter tard le soir. Il se contentait de regarder en silence le maître artisan pour suivre son intense routine quotidienne. Contrairement à la tension causée par l'arrivée du premier prince, il n'a provoqué aucun incident. Son séjour à Élan a finalement atteint son dernier jour. Le jour du départ, le maître artisan travaillait plus dur que d'habitude. Le prince espérait pouvoir rester pour voir l'œuvre finale, mais qui sait combien de temps cela prendrait? Il ne peut partir qu'avec un profond sentiment de regret. Il y a d'innombrables affaires à régler. La veille de leur départ, Hydrian ordonna à ses gens de préparer un banquet d'adieu. Après le banquet, Edgar a couru à sa porte dès le lendemain matin. Il criait avec enthousiasme à propos de l'épée terminée du maître artisan. Surexcité, le prince courut vers la forge et vit le vieil homme tenant une arme majestueuse. Il nettoyait doucement les bords de sa nouvelle création mortelle. Une fois qu'elle fut parfaitement propre et tranchante, le maître artisan remit volontiers l'arme au prince. En regardant la lame, Hydrian pouvait visualiser les mots qui résumaient parfaitement ce moment. C'était une arme chauffée comme le soleil se levant à l'horizon, et elle refroidit jusqu'à ce que sa teinte corresponde aux robes royales cramoisies, une épée semblable au soleil et au roi était née. Pour nommer l'épée, l'artisan suggéra le nom de Damarin. Pour l'artisan, cela signifie crépuscule. Pour le prince, ce sera l'aube. Une fois l'arme remise à son propriétaire légitime, l'épuisement rattrapa rapidement le vieil homme. Avant qu'il ne puisse s'effondrer sur le sol, le prince rattrapa le maître artisan. Sentant le faible pouls dans le corps du vieil homme, Hydrian décida de passer une nuit de plus à Élan. Sur son lit de mort, le vieil homme raconta le moment où il avait vu le prince le regarder travailler. Ce premier jour, l'épée prit forme dans son esprit comme si elle était guidée par le destin. L'épée elle-même a choisi le jour de sa naissance. Sachant que l'artisan était déjà en route vers l'au-delà, Gruon décida d'être sincère et révéla son secret. Étonnamment, le vieil homme prit assez bien la révélation. Un forgeron et une ancienne épée sont ceux qui se comprennent le mieux. Comme dernière requête, l'artisan tendit sa main tremblante et demanda à tenir un instant la dernière épée qu'il avait forgée. Tenant la poignée, il bénit l'épée afin qu'elle devienne aussi illustre que son ancien maître. Adrian promit qu'elle le serait, et le vieil homme rendit finalement l'âme. Quand le soleil se leva, Edgar revint en courant à la tente du prince pour admirer la nouvelle épée, Damarin, une lame forgée avec l'âme même de son créateur.
Il tenta de convaincre le prince que l'épée du vieil homme n'était pas faite pour être maniée et qu'il devrait plutôt utiliser une épée magique. Bien que n'étant pas de premier ordre, l'épée magique présentée par Edgar était au moins de bonne qualité intermédiaire. Voyant clair dans le jeu des Edgar, le prince prit sans honte l'épée magique et refusa de céder d'Amerin. Pour s'assurer de ne pas être repoussé, il veilla à mettre la pression sur Edgar en utilisant la loyauté de la famille Elan envers la couronne. Tout ce que le noble rusé put faire fut d'encaisser la perte et de faire bonne figure. Il avait prévu d'attirer le prince avec une épée magique tape à accent grave-l'œil en échange de la lame du maître pour finalement donner gratuitement 2 armes précieuses. Sans plus attendre, la caravane se mit en route. La cavalerie partit devant à toute vitesse tandis que les carrosses et l'infanterie suivaient à un rythme mesuré. Pour rattraper le retard, il devait se dépêcher. En montant dans son carrosse, le prince tomba sur son oncle Bal. Ils s'étaient à peine vus pendant tout leur séjour à Hélène, car Bal était occupé par une autre tâche. À partir de maintenant, ils allaient chevaucher d'arrache-pied pour atteindre la forteresse du Lion de Fer avant la tombée de la nuit. Assez drôlement, le prince ne sait pas monter à cheval. Il a été une véritable épée pendant Dieu sait combien de temps, alors comment saurait-il monter à cheval? La route vers le château du Lion de Fer fut chaotique. Il a dû apprendre à monter en chemin. Il y eut beaucoup de vomissements, de folles ruades de cheval, et des embardées tout à fait évitables. Même si ce ne fut pas le voyage d'une demi-journée initialement prévu, ils réussirent à atteindre leur destination en environ une journée complète de chevauchée. Le prestige des Lions de Fer de la maison de Bulle-Rodin était incarné par le comité d'accueil organisé pour recevoir le noble descendant des Léons Bergers. Ces lions étaient bien plus fougueux que prévu. La raison était évidente. Ces garçons ne devaient pas être heureux que leur déesse ait été volée par un prince bon à rien. Pensant qu'il serait amusant de provoquer les lions, Hydrian s'avança avec assurance vers Arouan. Une fois face à face, la noble chevalière posa un genou à terre et salua son seigneur avec le plus grand respect. Les Lions de Fer faillirent bondir sur le premier prince sur le champ. Leur réaction fut assez immédiate, mais celle d'Eadlia Byrne aussi. Si Adlia perdait son sang-froid face à l'hostilité à ce moment-là, ce serait une mauvaise nouvelle. Le prince dut la sortir de sa rage bouillonnante et meurtrière. Heureusement qu'il avait constamment développé sa soumission. Il se retourna vers Arouan et invita la rose épineuse à le suivre ailleurs. Il y a de nombreuses histoires qu'ils n'ont pas encore partagées. Ce serait mieux si les lions derrière elles les accompagnaient. Le premier arrêt du prince à son arrivée fut le terrain d'entraînement. Il était très impatient de voir en action les Lions de Fer, que l'on disait être les meilleurs du royaume. Hydrian lança un défi ouvert à quiconque serait assez courageux pour se présenter, mais son statut de premier prince était un peu pesant. Il jura donc sur le nom des Léons Bergers que personne ne serait tenu pour responsable des résultats des duels d'aujourd'hui. Quand les amadoués ne fonctionna pas, il eut recours à la provocation des lions. Si personne ne croise le fer avec lui, la réputation de renommée mondiale ne doit être qu'un bluff. Pas vrai? Incapable de supporter plus longtemps les provocations, Dal de la maison d'Anan s'avança. Il affirma être loin d'être digne de représenter l'épée des Lions de Fer, mais qu'il était prêt à prendre position. Le prince était juste content que quelqu'un soit tombé dans son piège. Dal décida de prendre l'initiative et chargea, sa lame de bois dégainée. Adrian répondit au premier assaut par une riposte foudroyante qui dévasta le corps de Dal de l'intérieur. Sa tête rousse glissa sur le sol boueux du terrain d'entraînement. Un de moins, encore beaucoup à faire, le prince implora les chevaliers de s'aligner pour l'affronter. Le suivant sur la liste était Paul Rotem, un troisième année contrairement à Dal, le bisu. Comme prévu, le chevalier au visage d'enfant fut rossé sans pouvoir se défendre. Ali, un apprenti de 5e année, pensait avoir le niveau. Il se trompait. Judith suivit, et le prince le traita sans la moindre distinction. Chaque personne envoyée par les fiers Lions de Fer perdit de manière spectaculaire. Cette correction dura une demi-journée. Adrian ne subit pas la moindre égratignure. Après avoir réglé leur compte aux apprentis, le prince ressentit l'envie de s'en prendre aux membres officiels de l'ordre des chevaliers. Pour semer encore plus le trouble, il annonça à voix haute que Arouan rentrerait avec lui. La rose épineuse ne montra aucune hésitation et accepta le caprice de son seigneur. Cette simple ruse fit se lever et parler l'un des membres officiels des Lions de Fer. Le chevalier avait entendu parler du penchant du prince pour le jeu, alors il suggéra un petit pari pour pimenter les choses. Avant que le chevalier ne puisse se ridiculiser bêtement, Hydrian mit le holà et déclara que Arouan n'était pas un prix de tournoi. Il devrait simplement parier autre chose à la place. Il jeta l'épée d'entraînement usée et demanda à Karl une véritable lame. Le premier prince dégaina l'épée magique et la mit en jeu pour un duel. Quiconque avait de bons yeux pouvait voir que l'épée magique était un trésor. Mal à l'aise avec cet arrangement, Arouan tenta de se porter volontaire comme prix, mais elle est tout simplement 1000 fois plus précieuse qu'une simple épée. La valeur d'un futur maître d'armes est incomparable à de l'acier forgé. Denham de la maison Fahrenheit accepta le défi. En tant que chevalier officiel des Lions de Fer, il est sur le point de maîtriser une triple chaîne. Il est pratiquement au niveau de la double chaîne. Son épée est la 17e lame fabriquée par le maître artisan. Pour que ce soit juste, il est également prêt à parier cette arme précieuse en combat singulier. Prenant ce combat un peu plus au sérieux, le prince décida d'utiliser son arme principale, la 100e et dernière œuvre du maître, achevée il y a quelques jours seulement. Denham activa ses chaînes. Bien qu'il soit en désaccord avec la voie de l'épée que le prince emprunte, les efforts pour y parvenir sont évidents. Par respect pour cela,
Denham a juré de donner le meilleur de lui-même dans ce duel. Hydrian ne s'habituera jamais à ce que les gens qualifient sans cesse son cœur de mana de mauvaise voix. Il a appris que le respect qui lui est témoigné devrait plutôt revenir à son peuple travailleur. Le prince a imploré sa servante et apprenti chevalier, Adlia, de regarder attentivement ce qui allait se passer. Cette voix est celle qu'ils emprunteront tous les deux. Affectée par l'aura de son seigneur, Adlia s'est inconsciemment accordée à sa fréquence depuis l'arrière. Sans faillir, elle est prête à faire tout ce que le prince désire et tout ce dont il a besoin.